Finalement, qui gagne, entre guillemets? Est-ce que c'était les romantiques, l'enfant est pur, ou la vision grecque, attention, l'enfant est chrétienne, l'enfant est impur, c'est un vicieux, par conséquent, il faut le forcer à devenir un autre. On lui préclut la possibilité de découvrir des nouveaux sujets, que peut-être ça deviendra ses passions futures. Si on interroge les parents des années 60, des générations, c'était un phénomène qui n'existait pas tellement, celui de burn-out, où les parents aujourd'hui sont hyper concernés par leurs enfants, mais évidemment, ça risque de se retourner contre eux. Trois, 2, 1. Serge, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci de nous accueillir sous ton toit aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Mais avec plaisir, merci pour l'invitation. Et donc, j'avais lu cette lettre ouverte que tu avais co-signée avec d'autres collègues et puis je me suis intéressé à un article que tu as écrit plus tôt dans l'année 2022 sur le culte de l'enfant et donc aujourd'hui je voulais approfondir tout ça. Et est-ce que tu peux nous donner un peu ton parcours, toute ta carrière jusqu'ici, et puis nous développer un peu ces deux arguments? Ok, alors je vais un peu... donc moi je suis un docteur en psychologie de l'éducation. C'est-à-dire qu'après mes études de psychologie, j'ai commencé une thèse que j'ai terminée il y a 10-11 ans. Et après ma thèse, j'ai été enseignant secondaire dans des quartiers difficiles de Bruxelles. Là, je suis resté plusieurs années comme professeur. Et puis après, donc, tout en gardant un pied à l'UCL, où je donne par exemple un cours d'histoire des idées ou de psychologie de l'éducation en première année ou en deuxième année. Et maintenant, je forme des professeurs à Schaerbeek dans une autre école qui s'appelle Galilée. Et je continue d'enseigner à l'UCL en tant que professeur invité. Et c'est dans ce cadre à l'UCL, donc je garde toujours un contact avec des collègues et je réalise quelques recherches. Et notamment ce papier qu'on a publié ici avec deux collègues, Moira Mikoladjak et Isabelle Roskam, sur le culte de l'enfant. Quoi. D'accord, parce qu'il y a un article qu'on a discuté tout à l'heure, a eu beaucoup d'échos des deux côtés de la Belgique, de la Flandre et la Wallonie, aussi à l'étranger. Est-ce que tu pourrais nous accompagner à travers l'article, donc à partir des bases historiques, et nous montrer comment ça s'est développé, ce culte dans nos sociétés modernes, et les conséquences que votre étude a mis en lumière? Alors je vais un peu peut-être préciser dans un premier temps le contexte. Donc ici, moi j'ai collaboré avec deux collègues de l'UCL qui sont professeurs, donc Isabelle Roskam et Moira Mikoladjak, qui elles sont spécialisées dans le burn-out parental. Donc c'est elles qui ont créé le concept du burn-out parental, elles ont tout un laboratoire qui travaille sur ces questions, et donc disons comment est-ce qu'elles regardent l'enfant, elles regardent aussi à travers la fatigue des adultes. Ça c'est un premier élément, et moi par ailleurs je suis plus spécialisé dans le domaine de la psychologie de l'éducation, donc dans les écoles, je visite une 30aine d'écoles par jour, et je vois aussi les adultes épuisés. Et alors on s'est réunis une fois, on a eu une intuition, disons, c'est que aujourd'hui il y a en quelque sorte une obsession pour les enfants. On peut voir, on en voit des traces souvent dans la presse, par exemple. Récemment, on a évoqué la question du time out au Conseil européen. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion qui consisterait, le Conseil européen réfléchit éventuellement à empêcher les parents de mettre les enfants au coin, de les envoyer dans leur chambre, de les séparer. Et selon nous, ça traduit une obsession de l'enfance aujourd'hui. On peut penser à tout le mouvement sur l'éducation positive aujourd'hui qui est assez... nous, on préfère parler d'éducation exclusivement positive, sur toute la bienveillance, qui a énormément d'influence sur les parents. On voit régulièrement dans nos entourages des parents qui sont adeptes de l'éducation strictement positive et qui pensent qu'en étant exclusivement bienveillant, on va rassurer l'enfant, lui permettre de cheminer dans la vie. Donc nous, c'est dans ce contexte-là, on voit, disons... quelque chose de l'ordre de la sacralisation de l'enfance dans notre société contemporaine, et on a voulu creuser cette question à différents niveaux, avec un regard plutôt interdisciplinaire. Disons, un des défauts aujourd'hui de l'académie, c'est de se spécialiser toujours plus dans des questions très particulières. Nous, on a essayé de prendre du recul et d'avoir ce regard plus large sur cette question de l'enfant, en commençant par l'historique et en nous concentrant ensuite sur deux piliers de nos sociétés démocratiques, à savoir la famille et l'école. D'accord. Tu veux que je commence directement par l'historique? Oui, peut-être juste une question.
Comment ça... Quel était le déclencheur, disons, dans votre expérience avec vos deux collègues, de dire ah tiens, est-ce que peut-être il y a effectivement un culte? Est-ce que peut-être... Est-ce qu'il y a eu un épisode en particulier ou alors, il y a eu un épisode... donc, une de mes collègues était, disons, à la tête de la commission du bac 1, et une année, elle a croulé sous les recours. Donc il y a de plus en plus d'étudiants qui venaient se plaindre dès lors que leurs besoins n'étaient pas respectés ou qu'ils estimaient qu'ils avaient subi une injustice. Et donc à la suite d'une montagne de recours, elle a décidé de démissionner de cette commission-là. Et c'est dans ce contexte, c'est là qu'Isabelle s'est dit, mais peut-être que c'est la conséquence d'un statut trop élevé qu'on donne aux enfants dès leur naissance. C'est comme si on remettait en cause un idéal de maturité. À mon époque, on plaçait les professeurs d'université à côté des dieux. Si vous voulez, on allait leur parler tout tremblotant, on n'osait pas trop s'approcher d'eux. Or maintenant, on avait l'impression d'une situation inversée, loin de nous l'idée de dire qu'il n'y a jamais d'injustice, que c'est jamais légitime de se plaindre pour les étudiants, mais ici, on était confronté à une avalanche de recours. Et moi, de mon côté, donc comme j'ai évoqué, j'ai travaillé dans des quartiers difficiles, et ce qui me frappait le plus, c'est que j'étais confronté à des jeunes qui avaient passé 10 000 heures sur les bancs de l'école et qui avaient un niveau de compréhension à la lecture qui était très très bas. Je me disais, mais comment c'est possible qu'à l'école, après avoir passé 10 000 heures à être assis sur les bancs de l'école, on n'arrive pas à lire, à écrire, à penser correctement. Et l'idée, c'est qu'on baissait toujours plus les exigences pour se rapprocher des élèves. Disons, ça, c'est le point de départ. Alors après, évidemment, on a essayé de documenter, et donc on est des scientifiques, on essaie de s'appuyer sur des preuves. On ne va pas s'arrêter à une opinion figée telle que celle-là. On va creuser, voir si on se trompe éventuellement ou pas, et faire toute une revue de la littérature sur ces sujets. Donc ça, c'est plutôt le point de départ, disons, de notre réflexion sur le culte de l'enfant. D'accord. Et à côté de ça, j'avais lu un livre, parce que le concept, on l'a forgé à partir d'un historien des idées qui s'appelle George Boas. C'est un historien américain. Il avait publié un petit livre dans les années 60-70 qui s'appelle Cult of Child. Okay. Cult of Childhood. Mais lui, c'est plus un historien de l'art, et il voyait plus l'évolution des représentations de l'enfant au cours de l'histoire dans des œuvres d'art, principalement. D'accord. Et donc, nous, on a appliqué cette grille de lecture à l'enfant, mais dans les domaines plutôt pédagogiques. Voir comment est-ce qu'on a perçu l'enfant dans les familles, dans les écoles, et en conséquence, les modifications des stratégies d'éducation. D'accord, ouais. Super intéressant, le parallélisme revenant de l'histoire de l'art. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Et du coup, allons-y. Et donc, oui, alors d'un point de vue historique, donc nous on n'est pas historiens, alors d'un point de vue stratégique, on s'est appuyé sur des références dans le domaine, donc des historiens de l'enfance qui sont assez reconnus, et sur quelques classiques. Mais donc la première étape, c'était plutôt l'Antiquité. Et là, on a repéré, c'est assez intéressant, parce que les Grecs, ils percevaient l'enfant vraiment comme le dernier des derniers. C'était quelqu'un qui était incapable, qui était vicieux. Aristote va dire, par exemple, c'est quelqu'un qui poursuit son propre désir. C'est son unique ambition, c'est de poursuivre son propre désir. Et qui était par ailleurs très faible. Une fois qu'ils ont constaté ça, les Grecs disaient, mais voilà, nous on est... l'ambition dans l'éducation, c'est de forcer, par conséquent, l'enfant à devenir quelqu'un d'autre. Donc il faut absolument le forcer à devenir quelqu'un d'autre. Surtout pas le laisser à cet état vicieux qu'est l'enfance. On doit le transcender. Alors cet idéal va évidemment varier en fonction des cités-États. À Sparte, donc, leur ambition, c'est de créer des soldats qui sont membres d'une fourmilière. Et là, c'est une éducation très très dure. Donc elle restait un peu dans l'imaginaire quand on parle d'éducation spartiate. Et si on regarde les historiens, c'est vrai, on les faisait dormir sur des chardons. Enfin, c'était vraiment des conditions d'éducation qui étaient terribles. Mais ça, c'est l'ambition de Sparte, donc de créer des citoyens soldats. À Athènes, c'est différent. Là, leur ambition, clairement, c'est de créer des citoyens. Dans l'idéal de Périclès, donc c'est des citoyens qui sont concernés par les enjeux qui affectent la cité. Périclès dit bien, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est indifférent à ce qui se passe autour de lui.
indifférent aux questions politiques, incapable de penser, de contre-argumenter, parce que c'était une démocratie, les gens débattaient énormément, c'est une culture de la parole sur la place publique, et par conséquent, ici, l'objectif de l'éducation, c'était de les amener à développer ses capacités intellectuelles et morales. Donc c'est l'idée de créer plus ou moins un honnête homme. Et ça passe aussi par la violence. On a retrouvé des inscriptions, par exemple, c'est « travail peut-il sinon le fouet ». Il n'y a aucun intérêt pour le bien-être de l'enfant. C'est quelque chose, les Grecs nous regarderaient aujourd'hui avec notre obsession pour les enfants, l'idée d'écouter leurs besoins, de se rapprocher d'eux comme des fous. Donc ça, c'est la première étape, effectivement, c'est la Grèce antique. C'est assez intéressant, par exemple, ils ont fait toute une réflexion sur la colère, les Grecs. Ils considéraient que donc, la colère, c'était le propre des enfants. Ils se mettent facilement en colère. Et pour les Grecs, devenir un homme, c'est être capable de maîtriser sa colère. Et donc ils vont dire la colère, c'est un danger pour la démocratie. Pourquoi ? Parce que la colère appelle vengeance. Elle appelle l'humiliation et la destruction de la personne qui nous a offensés. Et on voit dans l'éducation, par exemple à l'école, ils mémorisaient des pans entiers de l'Iliade. L'Iliade, c'est... la première phrase de l'Iliade, on parle de la colère d'Achille et des conséquences funestes de la colère d'Achille qui a envoyé chez Hadès, donc en enfer, des milliers de soldats. Pourquoi ? Parce qu'il s'était mis en colère. Donc dès le début, l'enfant lui fait comprendre que se mettre en colère, c'est quelque chose de dangereux, qu'il doit surmonter s'il veut un jour devenir un homme mature. Donc chez les Grecs, il y a un idéal de maturité qui est très très important, et l'idée c'est de conduire absolument les enfants vers cet idéal de maturité. Donc ils sont vraiment dirigés vers la finalité de l'éducation. Donc ça c'est première étape de notre recherche, c'est l'Antiquité. Après on s'est intéressé, je continue sur... Oui, bien sûr. Après on s'est intéressé plutôt à la chrétienté, donc on reste en Occident, chrétienté qui a été fort marquée par Saint Augustin. Saint Augustin voyait dans l'enfant... un être qui a une compulsion à faire des mauvaises choses. Et alors quand on lit Saint Augustin, c'est assez intéressant parce qu'il raconte des épisodes où il a des compulsions à voler, par exemple, ou à dire des choses mauvaises, etc. Et il y a quelque chose de l'ordre de diabolique, si vous voulez. Pour Saint Augustin, l'enfant a directement hérité le péché originel. D'accord. Donc, alors il va être en partie sauvé par le baptême, mais pas complètement. La nature diabolique n'est jamais loin chez saint Augustin. Et donc alors il y a juste un passage dans l'évangile où on dit, Jésus dit le royaume des cieux va accepter les enfants. Enfin il y a une phrase comme ça qu'on retrouve, je ne sais plus chez quel évangéliste. Mais c'est une exception, si vous voulez. C'est pas, grosso modo, la chrétienté va être marquée par cette idée d'un être vicieux, quoi. C'est même quelque chose qu'on va retrouver aussi après chez les humanistes un peu plus tard. Mais bon, bref, dans la période, disons, de la chrétienté jusqu'à la Renaissance, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'éducation. On ne s'intéresse pas trop aux éducations. Il y a une mortalité infantile qui est très développée. Les enfants meurent. S'ils ne meurent pas en couche, ils meurent à la suite d'accidents, c'est une bouilloire qui se renferme, un outil. C'est un monde extrêmement dangereux pour les enfants. Ils n'ont pas du tout cette obsession que nous on peut avoir pour la sécurité. C'est seulement avec la Renaissance et les premiers humanistes qu'on va commencer à s'intéresser vraiment à l'éducation. Donc, on revient à l'idéal des Grecs ici. Et là, un Erasme, par exemple, c'est intéressant de lire Erasme, parce que lui, il considère les premières années comme fondatrices. Elles vont être déterminantes pour l'adulte que l'enfant va devenir. Donc c'est un des premiers à mettre à accorder autant d'importance à l'éducation, mais il va dire le père doit contrôler tout. Donc toutes les potentielles mauvaises influences qui pourraient se retourner contre l'enfant. Donc, ça va du choix des nourrices, mais ça va des livres qu'il devra lire, etc. C'est un Erasme, et s'il regardait aujourd'hui des jeunes avec des smartphones à 10 ans, avec un accès à tout ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui le scandaliserait, qui lui ferait particulièrement peur, parce qu'il se dit, oui, il y a des risques que l'enfant se détourne du droit chemin, entre guillemets. Et donc là, on commence à voir un changement. Alors, dans la famille catholique aussi, il y a plus d'amour, de tendresse pour les enfants, mais on sent quand même que cette nature diabolique n'est jamais loin. Et ça va changer surtout au XVIIIe siècle.
sous l'impulsion de 2 auteurs. Je continue de développer, Oui, je oui, veux bien pas... sûr. Je t'interromps aussi. si jamais, oui, précision, quoi, il faut pas hésiter. Mais donc là, il y a Locke qui va dire, non, attention, Saint-Augustin se trompe. Donc lui, c'est un empiriste anglais, et il va dire, l'enfant n'a pas hérité directement du péché originel, sa nature n'est pas diabolique. Il va dire, c'est une page blanche. Donc, et c'est l'adulte qui va écrire des idées sur ce qui, progressivement, dans l'esprit de l'enfant, si vous voulez. Et c'est ça qui va déterminer en partie ce qu'il va devenir. Donc, autrement dit, c'est le premier à mettre vraiment... à considérer que c'est extrêmement important le contexte dans lequel l'enfant va évoluer, quoi. L'environnement, les idées qu'on va écrire dans l'esprit de l'enfant, quoi. Donc ça, c'est une première chose. C'est la raison pour laquelle aussi c'est un des premiers aussi qui va combattre contre les violences qui sont adressées aux enfants. Okay. Donc il faut savoir que c'était quotidien, les enfants, on les frappait. Comme je dis, il n'y a pas de souci de leur bien-être. Et donc lui, il va écrire un traité à destination de la classe moyenne anglaise, traité pour créer des futurs gentlemen, des honnêtes hommes dans l'idéal anglais de l'époque. Il va dire, attention, ne les frappez pas trop, ne les frappez que dans certains contextes particuliers, par exemple s'ils se montrent particulièrement obtus, sinon le risque c'est qu'ils deviennent des crapules plus tard, okay. Pour le dire de façon claire. Et donc lui, c'est un des premiers qui va contester la violence et qui va dire, attention, il faut prendre en considération tout l'environnement autour, mais en même temps il va reconnaître qu'un enfant n'est pas l'autre. Donc il va dire 9/10 c'est l'éducation qu'on va donner à l'enfant, qui va déterminer le destin de ce qu'il va devenir plus tard, et 1/10 c'est lié à son tempérament. Donc au gène, comme on dirait aujourd'hui. Donc ça, c'est premier auteur qui va marquer une différence. Donc l'enfant n'est plus diabolique, on le perçoit différemment, c'est plutôt une page blanche. Et alors celui qui sera vraiment à l'origine d'une grosse modification dans la façon dont on va percevoir les enfants, ça c'est Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, donc XVIIIe siècle, une figure des Lumières ou des contre-Lumières, c'est un personnage assez intéressant, paradoxal, mais lui, alors, il va prendre le contre-pied de Saint-Augustin, il va dire non, l'enfant n'est pas diabolique, ce n'est pas une page blanche non plus, il est naturellement bon. On connaît l'incipit de l'Émile, donc il a écrit un traité Émile ou de l'éducation qui a eu un succès énorme à l'époque. Madame de Staël en parle, tout le monde en parle. Il a une grande influence sur, disons, l'aristocratie française de l'époque, sur la façon dont on a commencé à percevoir les enfants. Mais il dit tout est bien sortant de l'auteur des choses, donc de la nature. L'enfant naît bon, tout dégénère entre les mains de l'homme. Donc, si vous voulez, il renverse complètement la logique. Pour Rousseau, c'est l'adulte qui est un être lâche, vil, qui perd son temps dans des bavardages dans les salons, cependant que l'enfant est un être plein de vie, naturellement bon, naturellement curieux, qui veut découvrir ce qui se passe autour de lui. Et par conséquent, l'éducation ne doit plus consister, si vous voulez, à forcer l'enfant à devenir autre. Ça, c'était la vision des Grecs, il faut forcer l'enfant à devenir autre. Comme il est mauvais de nature, il faut le forcer à devenir autre. Pour Rousseau, la logique s'inverse, il faut dire non, il faut préserver ses qualités originelles. Donc il faut l'observer, il faut essayer de comprendre dans quelle mesure sa nature est exceptionnelle, et c'est à nous de nous adapter à lui, à nous rapprocher de lui, à prendre en compte ses intérêts, qui il est. Donc il ne faut plus le forcer à devenir autre, il faut préserver ses qualités originelles, quoi. Et éviter qu'il ne devienne cet adulte qui perd son temps dans les salons, qui a été souillé par les artifices de la civilisation, si vous voulez. Alors c'est l'époque aussi, il y a une fascination pour le bon sauvage, pour l'enfance, etc. Et donc lui renverse complètement la logique de l'éducation. En fait, c'est le premier à remettre en question l'idéal de maturité. Donc, si vous voulez, on ne doit plus conduire l'enfant vers un idéal de maturité, il faut préserver ses qualités originelles, quoi. Donc c'est là qu'on va avoir un gros changement dans la façon dont on se représente l'enfant, qui va influencer ensuite les romantiques. Et là, disons, les romantiques, eux, vont avoir une fascination pour l'enfant. Donc c'est une réaction en partie contre les Lumières. C'est aussi les débuts de l'industrialisation. Et les romantiques vont voir quelque chose de l'ordre de l'innocence et de la pureté dans les enfants. On va voir beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez
les contes d'Andersen, Le Roi est nu, par exemple. Si on réfléchit à la façon dont il décrit les enfants, le seul qui voit la vérité, qui ose la dire, c'est l'enfant. Tous les adultes sont lâches. Ils n'osent pas dire au roi qu'il est nu. Chez Victor Hugo aussi, on va voir beaucoup de poèmes où il va dire l'enfant est mystérieux, il a une façon naturelle de comprendre les mystères de l'existence, il comprend plus facilement le beau. Il y a tous des poèmes chez Victor Hugo où l'enfant, par exemple, est traumatisé par un adulte, par un maître qui vient le mutiler. Cependant que lui, il est assis et il crée des œuvres d'art. Si vous voulez, pour Hugo, les scrabuccia, les dessins des enfants ont quelque chose de magnifique. Et donc les romantiques vont continuer sur cette lancée-là et considérer les enfants comme des êtres purs, innocents, des anges envoyés par Dieu, etc. Alors que les adultes sont ces êtres toujours qui ont cette nostalgie et c'est comme si en vieillissant on se rapprochait du mal, quoi. Donc ils inversent la logique. D'accord. Donc voilà, ça c'est les grandes histoires c'est la grande évolution dans la façon dont on se représente les enfants. Mais là où nous on s'est intéressé, c'est que finalement qui gagne entre guillemets, quoi. Est-ce que c'est les romantiques, l'enfant est pur, innocent, etc. Et par conséquent il faut respecter ses besoins, essayer d'être toujours à son écoute, etc. Ou la vision grecque, attention, l'enfant est chrétienne, l'enfant est impur, c'est un vicieux, par conséquent il faut le forcer à devenir un autre. Et notre thèse, c'est que depuis 30 ans, c'est cette vision romantique qui a tendance à s'imposer de plus en plus. Alors, on a quelques indices là-dessus, mais disons qu'il y a d'une part... si vous voulez, je continue ou il y a peut-être une précision, une question Non, il y avait ce petit gap temporel entre donc les romantiques et le 20e et le 20e siècle et le 19e avec la révolution industrielle dans laquelle vous aviez approché aussi le fait que les États commençaient à voir les enfants comme quelque chose de valeur. Alors effectivement, donc il y a un écart temporel, mais donc il y a l'idéologie romantique. Cette idéologie, elle va être reprise par des philanthropes. Donc c'est les lobbies de l'époque. Là, on est fin 19e siècle, et eux, ils vont essayer ils vont avoir deux objectifs centraux. C'est d'une part l'amélioration de la race, et d'autre part sauver les enfants. Parce qu'il faut savoir que pendant la révolution industrielle, et c'était un scandale à juste titre, il y a énormément d'enfants qui travaillaient dans les mines, d'adolescents qui travaillaient dans les usines. Par exemple, 43% du personnel qui travaillait dans les industries du coton, c'était des enfants. Et donc, l'idée des philanthropes, c'est qu'il faut sauver les enfants. Ça va, il faut leur garantir une enfance heureuse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être repris après par des experts de l'enfance, mais surtout l'État. L'État va se dire, mais effectivement, les philanthropes ont raison. Si nous, on sauve les enfants, si on leur garantit une enfance heureuse, si on leur donne une éducation qui leur permet de s'épanouir, on va pouvoir combattre, se défendre dans une économie globalisée. Autrement dit, si on préserve l'intérêt de l'enfant, on garantit notre intérêt à nous en tant qu'État, dans la mesure où on va créer des nouvelles générations qui seront intellectuellement et moralement capables de contribuer au succès du pays, si vous voulez, à la gloire du pays. Et donc l'État ici va investir massivement dans l'éducation. Les premières lois en France, c'est fin du 19e siècle, on est entre 1870 et 76, instruction obligatoire. En Belgique, on va créer les premiers services médicaux dans les écoles en 1870, par exemple. Derrière ça, il y a l'idée aussi de sauver les enfants des familles pauvres. Donc, autrement dit, le préjugé, c'était que les pauvres éduquent mal leurs enfants. Donc on va créer des institutions pour compenser ce que font mal les familles pauvres, entre guillemets. Donc on va mettre des services médicaux dans les écoles qui vont mesurer, contrôler, donner des conseils d'hygiène, etc. Pour essayer de garantir une future génération qui sera saine et bien portante. Et donc l'État va reprendre, et après il y a les services de protection de la jeunesse. Aujourd'hui, si par exemple l'État estime qu'une famille est toxique, on va retirer l'enfant
de sa famille et le placer en institution. Donc ça, on trouve cette logique-là au début du XXe. Ok. Et donc, on a deux forces, si vous voulez. Il y a d'une part l'État, qui va bien comprendre que l'intérêt des enfants, c'est son propre intérêt, et d'autre part, une autre force assez puissante, c'est les experts. Les experts vont prendre toujours plus de place. Et ici, notamment la psychologie. La psychologie va commencer à s'intéresser au cerveau des enfants. On va s'intéresser au développement, le développement normal. On va essayer de comprendre qui est l'enfant. Si vous voulez, au début du XXe siècle, l'enfant, c'est encore un territoire qui est largement ignoré. Et donc là, on peut penser à Binet, on peut penser à Stanley Hall. Donc là, on est au début du XXe, mais ce mouvement va s'accélérer. Donc l'État va toujours prendre toujours plus d'importance. Deuxième après-guerre, période de l'après-guerre, et l'expertise sur l'enfance va se développer de façon considérable. On peut penser, il y a un ouvrage très fameux, c'est celui du Dr Spock. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, sur le développement humain. Il faut savoir que c'était le second livre le plus vendu après la Bible. Oh, okay. Donc là, on est dans les années 40-50. Et tout ça va conduire à une fragilisation des familles. Autrement dit, l'explosion de l'expertise, qu'on voit aujourd'hui avec l'éducation positive, tous ces psychologues qui interviennent à longueur de jour dans les médias et partout, ou dans les services spécialisés, ou toutes les campagnes menées par l'ONU, etc. On va dire, attention, en tant que parent, on va vous surveiller, vous contrôler, on va essayer de réguler ce que vous faites. J'ai perdu le fil de ma pensée. Je ne sais pas ce que je disais. Donc, ah oui, explosion du contrôle, et puis après... Et du coup, tout ce parcours jusqu'au fait que l'État reprenne une grosse partie, mettre son intérêt d'abord dans le cadre de l'éducation, pour arriver ensuite à nos jours dans ces mouvements de... Alors juste un dernier point aussi peut-être à ce niveau-là, il y a un mouvement national, un mouvement au niveau de l'expertise aussi, mais il y a ce qu'on appelle les agences internationales. Donc on connaît tous l'UNICEF, donc... C'est au début du XXe siècle qu'on va voir tout un mouvement international de protection de l'enfance. Donc c'est en 1924, je crois, il y a la déclaration de Genève. C'est la première charte qui vise à protéger les enfants. Et dans cette charte, on va dire, mais voilà, l'humanité doit offrir ce qu'elle a de mieux aux enfants. Donc clairement, on est déjà dans une logique où il faut absolument prendre en considération les besoins de l'enfant et lui offrir ce qu'il y a de mieux. Et on va arriver à la déclaration des droits de l'enfant de 1989. Alors ici, on a eu, parce qu'on a eu des débats avec les représentants de la Déclaration des droits de l'enfant en Belgique, donc il y a tout un organisme qui s'occupe de ça. On ne critique pas la déclaration en tant que telle, donc c'est un cadre général qui vise à protéger les enfants, à leur garantir une éducation, une croissance saine, etc. Il y a juste un point qui est un peu plus ambigu et qui nous interpelle, c'est la question de la participation. Donc ça veut dire que les enfants doivent être pris en considération dans toutes les décisions qui les concernent. Il n'y a pas d'âge, donc il y a une ambiguïté qui peut être interprétée après, parce que la déclaration c'est un cadre international national, donc les pays signataires après interprètent comme ils veulent ce cadre général, si vous voulez. Donc ça va être interprété dans certains cas en disant mais voilà, dès le début il faut inclure les enfants dans un processus participatif, dès qu'on prend une décision on doit les intégrer, etc. Par exemple, dans les écoles, on va avoir à 6 ans un représentant des élèves qui va venir participer aux règles de la classe. Ou qui va être consulté pour certaines décisions qui concernent les enfants. Nous, on dit ici, il y a une ambiguïté qui peut entraîner toute une série de risques. Mais alors, au terme de ce processus, donc ici on arrive aux années 90, il y a, donc ça c'est un historien qui s'appelle Cunningham, il dit il y a la balance du pouvoir s'équilibre entre les parents et les enfants. Donc on ne peut plus imposer, on doit négocier avec les enfants, on doit prendre en considération leurs besoins. Et notre thèse, alors peut-être qu'on se trompe ici, c'est que on bascule de plus en plus vers les enfants maintenant. Cette balance du pouvoir a tendance à pencher, selon nous, dangereusement du côté des enfants. Et ça se traduit par une crise de l'interdit, par exemple. On a de plus en plus de mal, mais ça on va y revenir plus tard avec la question de l'Evras, on a de plus en plus de mal à interdire des choses aux enfants. Donc ça a été décrit par un sociologue qui s'appelle Paul Lyonnais, un Français. Mais voilà, force est de constater que c'est compliqué d'interdire, d'imposer un cadre, une autorité, et qu'un tel discours aujourd'hui est de moins en moins bien vu. Mais on voit aussi au niveau émotionnel, il y a de plus en... Nous, on avait été invités par une
une émission de radio, sur l'RTB. Alors l'animateur nous disait, voilà, je me suis fâché envers mes enfants, mais après je me sentais coupable et j'ai été m'excuser. Donc si vous voulez, on est dans une situation où l'adulte, dès qu'il se fâche ou qu'il élève un peu la voix, dans certains cas, se sent coupable et va s'excuser. Donc si vous voulez, il y a une balance émotionnelle qui est en train de s'inverser. L'adulte doit se justifier dès lors qu'il fait quelque chose de mal par rapport à l'enfant. Dans certains cas, on dit que c'est une tendance, oui. On ne dit pas que tous les parents sont comme ça, on identifie cette tendance qui coexiste avec d'autres enfants, avec d'autres tendances, on ne dit pas qu'il n'y a pas de négligence vis-à-vis des enfants, certainement pas, il y a toujours de la négligence, il y a toujours une violence qui est exercée contre les enfants, et là on est tout à fait d'accord avec la Déclaration des droits de l'enfant, il faut se battre pour garantir le moins de violence possible aux enfants. Mais à côté de ça, nous on observe une tendance qui tombe dans cette sacralisation. Et on peut le voir aussi par l'explosion du budget lié aux enfants. Enfin, je sais pas, est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que l'anniversaire était le même qu'aujourd'hui ? Est-ce que ça se fêtait dans l'intimité de la famille, ou bien est-ce qu'il y avait tous les amis, on organisait quelque chose de grand, est-ce que tous les autres enfants venaient se prosterner devant toi pour t'offrir un cadeau ? Enfin, je ne sais pas si tu as déjà l'occasion d'assister à des anniversaires aujourd'hui de jeunes, mais c'est impressionnant. Donc, y a plein d'organismes, c'est devenu tout un business, et ils prennent ça en charge, mais alors chaque enfant vient avec des offrandes, il y a des activités, c'est 20-25 €. Enfin, ça prend des proportions assez interpellantes. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était dans l'intimité de la famille. Peut-être certains âges clés, il y avait une fête un peu plus grande, avec quelques amis, etc. Je ne sais pas si c'était ton cas aussi, mais... Oui, je me souviens de quelques anniversaires de 7-8 ans, où il y a les 4-5 amis de l'école qui viennent à la maison, un petit gâteau... On joue tous ensemble. Oui, c'était clairement pas... On a une tendance, je pense que l'être humain a une tendance à trouver la façon de faire de l'argent dès que possible. Il y a cette dimension marchande, l'enfant est au cœur d'un business. Et il y a cette dimension sacralisation aussi. Ouais. Mais je crois qu'il y a un historien qui a regardé, alors je ne suis pas sûr des chiffres, mais entre 89 et 2002, plus 400% dans les budgets. Il faudrait que je vérifie. Cunningham aussi constate entre 89 et 2002, la part du budget alloué aux enfants est devenue beaucoup plus considérable. On est né quelques années trop tôt, en fait. On est né peut-être quelques années trop tôt. Mais donc voilà, si vous voulez, au terme de tout ce processus, qu'est-ce qu'on peut dire ? La position des parents est fragilisée. On va toujours plus essayer de réguler ce qu'ils font, de contrôler, de surveiller ce qu'ils font. Il y a des injonctions toujours plus fortes à développer de façon optimale l'enfant, à l'écouter, à respecter ses besoins, et ça va se traduire par une évolution des pratiques dans les familles et dans les écoles. Donc voilà, ça c'est le long processus historique qui mène à cette balance du pouvoir qui a tendance à s'inverser, à cette fragilisation des adultes face à l'enfant qui prend aujourd'hui une place pour certains légitime. Ça devient un sujet... et il faut continuer ce processus. Nous, on dit attention, prudence. Il y a quelques risques à accorder un statut aussi important à l'enfant et à ne pas prendre en considération cet idéal de maturité. Ouais. Voilà, grosso modo, pour le parcours historique qui mène à notre situation présente. Voilà, s'il faut des précisions... Qui est très intéressant. Je suis en train de lire pour l'instant un livre de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Et les deux personnages principaux, donc les deux frères, Ivan et Alyosha, discutent justement. Alyosha est en séminaire pour devenir prêtre et Ivan est un intellectuel qui croit au Dieu agnostique, mais qui va un peu contre... Il nie pas l'existence de Dieu, mais il la met en cause. Il dit, si Dieu existe... il ne peut pas être si bon parce que voilà tout ce qui arrive aux enfants. Et il prend justement tous les exemples d'enfants et dans les articles, après, il testifie les cas que Dostoïevski illustre dans son livre, c'est des cas réels. Donc c'est vraiment des faits qui sont arrivés à des enfants russes dans cette époque-là. Et de fait, c'était des enfants qui étaient battus, une gamine qui avait été enfermée dans le froid dehors parce qu'elle pleurait et les parents l'avaient laissée là toute la nuit, elle avait été retrouvée morte, donc des trucs horribles qui se passaient. Donc là, on est au milieu du 19e siècle. Et voir donc cette tendance, justement, comment déjà là, dans le roman, on voit que
le personnage défend donc l'enfance et dit c'est pas normal que des choses comme ça arrivent aux enfants, et donc on voit déjà même dans les textes historiques de l'époque un chiffre de mentalité. Mais c'est intéressant parce que Dostoïevski reprend l'idéal romantique et effectivement il dit comment expliquer la souffrance de l'enfant, comment est-ce que Dieu peut permettre la souffrance de l'enfant, et il y a cette mort d'un Grutchenko, je me souviens plus, c'est une scène admirable avec Alyosha, enfin c'est vers la fin du roman, je sais pas si j'y suis pas encore. je vais te dire encore. Mais effectivement, on sent une tendresse infinie de Dostoïevski pour l'enfance, et qui se traduit notamment par Alyosha, il est fort inspiré par des figures christiques de Dostoïevski. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Dickens aussi. Dickens, Oliver Twist et d'autres enfants, c'est l'idée l'enfant est une figure sacrée, et c'est les adultes qui vont le souiller, etc. Et nous, notre hypothèse, c'est que cette vision-là qui tend à s'imposer aujourd'hui, qui est en partie légitime, certainement. En fait, c'est difficile... parce que dès qu'on touche à l'enfance, effectivement, ça nous concerne, on est tous attendris par les enfants, on les considère comme des merveilles pour ceux qui ont des enfants, et c'est tout à fait normal. Et donc de dire peut-être qu'on va trop loin, c'est parfois mal perçu, mais nous on dit, attention, il y a peut-être des risques, et les risques notamment, ça peut se retourner contre l'enfant, paradoxalement. C'est ça. Cette volonté de toujours plus se rapprocher. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple, celui de... Et la deuxième chose qui m'avait fort interpellé quand vous parliez de la révolution industrielle, et c'est à ce moment-là que les écoles ont été mises en place aussi. C'est vrai qu'il y avait une plaie d'alcoolisme, notamment en France, c'était l'absinthe, en Angleterre, c'était le gin. Le fait de l'État pouvoir mettre la main sur les enfants, de les encadrer, d'être sûr que ça ne devienne pas des alcooliques et qui puissent être une force de travail et contribuer à la grandeur de l'État, a fait en sorte aussi de développer les premières écoles qui, j'avais lu, c'est intéressant aussi de voir comment l'école, le fait que les enfants soient assis 8 heures, ou enfin le temps que c'était à l'époque, à des bancs, c'était aussi pour... les préparer un peu, parce que c'était les ouvriers qui allaient travailler ne savaient pas où placer les enfants, et ils étaient à la rue, ça pouvait créer des problèmes, et du coup c'est là que les États ont commencé à mettre en place les écoles aussi, avec les autres facteurs que tu as illustrés, mais aussi pour déjà en partie les habituer à ces fils d'ouvriers de rester assis 8 heures devant un poste, qui serait aussi... À l'époque, il y avait encore un peu cette vision archaïque de la descendance divine, donc si Dieu t'a mis ouvrier, c'est la volonté de Dieu, et du coup la volonté aussi de Dieu c'est que ton enfant sera ouvrier dans le temps, mais c'est resté un peu dans la perception commune, et de fait de mettre ses enfants assis 8 heures comme dans une chaîne de montage, 8 heures assis devant, en tout cas c'était l'hypothèse qu'avançait cet historien. Alors il y a différentes critiques, mais disons que l'école en France, donc parce qu'il y a eu un mouvement, les premiers mouvements, c'est la Révolution française, 1793, c'est Condorcet notamment, toute une commission qui veut imposer l'école obligatoire dans l'idéal des Lumières. Donc c'est l'idée Condorcet, clairement, il fallait diffuser la raison dans les villages les plus reculés de la France. C'était une question de démocratie, quoi. L'objectif de Condorcet, c'était de se préserver des charlatans, des hypocrites, de tous ces gens qui pourraient s'approprier l'âme du peuple français et la retourner contre la République. Alors Jules Ferry va reprendre l'idéal de Condorcet dans le discours que va faire Jules Ferry à l'Assemblée française. Il évoque explicitement Condorcet. Ça, c'est un idéal, donc c'est l'idéal, disons, des Lumières, diffuser la raison dans le peuple français, les amener à être critiques. Et alors Condorcet il avait 5 mémoires sur l'instruction publique, donc il avait un plan très très précis sur l'instruction qu'il fallait donner au peuple, en termes de matière, de découpage en fonction des âges, etc. Alors une autre ambition, bien sûr, c'est de créer une force de travail. L'idée, c'est qu'il faut sauver les enfants de ces familles toxiques, etc., pour créer une force de travail qui ne soit pas effectivement... on le voit ici, il y avait des affiches qui étaient par Anspach et d'autres, tous ces philanthropes, ils militaient pour sauver les enfants de la pauvreté. Ils disaient ne donnez surtout pas d'argent à la pauvre fille qui est dans la rue parce qu'on va entretenir son vice. Et si elle se retrouve dans la rue, c'est précisément à cause des parents. Donc, c'est le discours de l'époque. L'école permet aussi de sauver les enfants de ce destin. C'est les garnements qu'on va retrouver beaucoup chez Victor Hugo aussi, Gavroche et d'autres personnages qu'on retrouve dans ses romans. Mais il faut préserver les enfants de ce destin de jeunes qui ont déjà des traits adultes, qui
qui font du commerce dans la rue, qui sont déjà des petites frappes entre guillemets, quoi. C'est des garnements. Les placer à l'école, il y a cette idée de formatage effectivement, mais il y a aussi cet idéal. Donc, si vous voulez, il y a deux idéaux qui se rejoignent ici. Oui. Il y a un idéal aussi des Lumières que selon moi on a plus ou moins perdu, plus ou moins en partie. Et du coup, si on continue dans votre article, vous exposez deux parties bien différentes, donc l'enfant avec les parents et l'enfant dans l'école, et comment ce positivisme dans l'éducation, les conséquences que ça pourrait avoir dans les deux cas. Alors donc ça, c'est un autre aspect de notre réflexion. Donc là, on a eu la dimension plus historique, puis après on s'est concentré d'un point de vue psychologique, on s'est posé la question, mais tiens, quelles sont les conséquences de ces évolutions? Donc quelles mesures... on a essayé de quantifier, d'objectiver. On s'est dit, tiens, voilà, il y a un discours par rapport aux parents, par rapport aux enfants, par rapport à la façon dont on doit se comporter vis-à-vis des enfants. On a essayé de comprendre, mais tiens, est-ce qu'il y a une évolution dans les pratiques? Est-ce que les parents d'aujourd'hui sont différents des parents d'hier? Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on a essayé de s'intéresser aux conséquences tant sur les enfants que sur les parents. Alors au niveau de l'évolution des pratiques, on constate effectivement que ces 30 dernières années, les parents passent toujours plus de temps avec leurs enfants, un temps qui se veut qualitatif. Donc on essaye de contribuer à leur développement, de les écouter, de les faire parler de leur journée, de les stimuler, de susciter leur intérêt, etc. Ça, on a des données très précises qui montrent qu'on passe beaucoup plus, les pères et les mères, les deux. Un autre aspect qui nous a frappé, c'est aujourd'hui, on est obsédé par la sécurité des enfants. Donc les parents, dans ma jeunesse, moi je traînais dans les quartiers. On allait beaucoup plus fréquemment seul à l'école en primaire. À 9, 10, 11 ans, les parents laissaient les enfants partir à l'école, prendre le bus. Alors aux États-Unis, il y a eu un scandale parce que une journaliste avait laissé son enfant de 9 ans prendre le métro. Donc aujourd'hui, ça semble être l'irresponsabilité totale, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus fréquent. Mais donc ça, on voit, il y a un changement assez radical, on veut préserver les enfants, les surprotéger, quoi. On les laisse nettement moins jouer dehors. Et alors on a des statistiques, par exemple, en Angleterre, sur les jeux aventureux. Donc grimper dans les arbres, aller courir, explorer une maison abandonnée, toutes des choses comme ça. Enfin, nous on garde tous des souvenirs d'enfance dans la rue avec des amis où il n'y a pas d'adultes. Je crois que dans les meilleurs souvenirs d'enfance qu'on a, il n'y a pas d'adultes autour de nous. Et on faisait des trucs dangereux. Et on faisait des choses qui aujourd'hui seraient qualifiées de très dangereuses. Mais c'est un paradoxe parce que donc on les surprotège, on les laisse de moins en moins sortir dehors, jouer entre eux à des jeux qu'on qualifierait de dangereux, etc. Mais dans le même temps, les rues n'ont jamais été aussi sûres. Ici, il y a des dodanes partout, les voitures ont des technologies super développées qui vont détecter un mouvement, qui vont freiner presque automatiquement. Donc, si vous voulez, il n'y a jamais eu aussi peu de morts dans les rues. Les rues n'ont jamais été aussi sûres, mais même au niveau de la violence physique exercée contre les enfants. Donc, si vous voulez, il y a un paradoxe, parce qu'à notre génération, peut-être les rues étaient plus dangereuses, mais on nous laissait plus sortir dehors. Et c'était encore beaucoup plus le cas dans les années 60, 70, 80. Or, aujourd'hui, les rues sont beaucoup plus sûres, et on garde les enfants chez eux. Donc ça, c'est... on passe plus de temps avec eux, on les surprotège, et on est nettement... Les styles parentaux plus stricts ont tendance à diminuer, quoi. Donc, si vous voulez, on a vu la transmission intergénérationnelle. Donc, qu'est-ce que je garde de l'éducation que m'ont donné mes parents ? Je ne sais pas si, par exemple, on vous a donné une baffe à un moment, ou on vous a enfermé dans la cave, etc. Est-ce que vous allez reproduire ces comportements-là avec vos enfants ? Et on constate que les parents ont tendance à reproduire beaucoup plus tout ce qui relevait de la bienveillance et à mettre de côté les pratiques un peu plus... difficiles, plus contraignantes, qu'aujourd'hui on qualifierait beaucoup plus facilement d'humiliation. Et c'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus de parents qui vont, au regard de la nouvelle norme, donc de ce nouveau discours sur la parentalité, juger plus sévèrement leurs parents. Ils vont dire ils m'ont humilié à ce moment-là, et ils vont revisiter leur enfance au regard de ce nouveau discours qu'on a aujourd'hui. Sur la bienveillance et autres. Donc, en d'autres termes, et ça c'est ce que nous on appelle le culte de l'enfant, c'est
On essaye de se rapprocher de leurs besoins, toujours plus, de les écouter davantage, on les surprotège, et on va diminuer les exigences, on va moins les punir sévèrement. C'est une tendance, alors il y a toujours des parents qui résistent à cette tendance, il y en a qui rentrent pleinement dans ce jeu-là. Je ne dis pas qu'elle est majoritaire, hein, certainement pas, mais force est de constater que c'est une tendance qui prend de plus en plus d'importance. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui concerne l'évolution des pratiques des parents. Et après, au niveau des conséquences, oui. Donc c'est vrai que là, c'est plus ma collègue Isabelle Roskam qui a fait une revue de la littérature sur cette question-là, mais cette tendance à vouloir surprotéger les enfants, à vouloir les stimuler tout le temps, à être hyper concernés par leur développement harmonieux, etc. Donc nous, on a des études longitudinales, c'est-à-dire on observe des enfants et on revient 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences physiques. Par exemple, ça va limiter l'exploration du monde. On peut se demander ici s'il n'y a pas un lien avec... on parle parfois d'épidémie, c'est peut-être exagéré, d'obésité chez les enfants. Il y a clairement un problème de surpoids, etc. On peut se demander si c'est pas lié... Donc, c'est certainement lié à l'omniprésence des écrans. Ça, c'est un aspect, mais aussi à cette idée de garder les enfants à la maison, de dire, mais écoute, il pleut, ou peut-être qu'il fait trop froid pour que tu ailles jouer dehors, ou, ça pourrait être une des explications. On sait par exemple que je crois que je sais plus, c'est les cardiologues français qui disaient, mais attention, les jeunes par rapport aux années 70 ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Donc un 800 mètres, aujourd'hui on le court en 4 minutes, à l'époque c'était en 3 minutes. Oh, c'est dingue. Donc ça, vous voulez, il y a une grosse... Alors, comme je dis, c'est toujours multifactoriel, mais on peut se demander si ce que nous on décrit dans l'évolution... des pratiques parentales n'a pas un lien avec ses conséquences physiques. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est les conséquences psychologiques. Alors, c'est des enfants, évidemment. Si vous placez l'enfant au centre de votre attention, qu'est-ce qui risque de se passer? Lui-même, en grandissant, il va se considérer comme le centre du monde. Donc c'est ce que nous on appelle ego inflation, l'inflation de l'ego. Ouais. Il a tendance à se considérer le centre du monde, étant donné que lorsqu'il était enfant, tous les regards étaient centrés sur lui. Donc ça, c'est un autre risque aussi qu'on souligne. Et après, un autre au niveau disons, c'est l'anxiété et la dépression. Donc ça, c'est des facteurs qui sont associés à des attitudes parentales hyper protectrices et où on surstimule les enfants. On constate que généralement, c'est des enfants plus anxieux et plus déprimés. Et alors là, on peut se poser aussi la question, je faisais le lien avec cette étude des cardiologues français, mais nous, on a on a énormément d'études en psychologie qui comparent les différentes générations entre elles, sur toute une série d'indicateurs psychosociaux. Et depuis 2007... Depuis les années 2007-2010, on constate une augmentation de toute une série de troubles psychiques, et notamment les indices de dépression, de sentiment d'être isolé, anxiété, impression de ne servir à rien, etc. Ça monte, ça augmente chez les jeunes aujourd'hui, clairement. Donc les jeunes aujourd'hui... Même dans la vie de tous les jours, je pense que... Alors on a beaucoup parlé pendant la pandémie, les jeunes, la santé mentale des jeunes, mais on ne s'est pas tellement posé la question, mais peut-être que les jeunes souffraient déjà de fragilité, et c'est ce qui explique pourquoi ils ont été tant affectés par la pandémie. Donc que c'était un problème qui était en amont, qui a été mis en évidence par la pandémie. Et nous, on peut faire un lien. Donc nous, on constate dans des études... où on mesure les pratiques des parents et on constate des indicateurs de dépression qui sont plus élevés chez les enfants. Mais on peut faire le lien aussi avec cette évolution, même si de nouveau c'est multifactoriel, et clairement les écrans ont une influence, les réseaux sociaux, on voit que ces indices commencent à monter aussi à partir de 2007, donc c'est quand il y a Facebook, etc. Il y a clairement un effet des réseaux sociaux, des smartphones sur la santé mentale des jeunes, mais peut-être qu'aussi c'est lié à l'éducation qu'ils ont reçue, qui était trop centrée sur leur bien-être, sur ce qu'ils étaient, etc. Est-ce qu'on a... Excuse-moi. Non, je t'en prie. Est-ce que tu penses qu'il y a une tendance à vouloir... le fait de surprotéger l'enfant fait de conséquence des hommes qui deviennent, passe-moi le terme...
faible, donc pas faible en opposition à une force dominante, mais à une force de caractère qui permet d'affronter les difficultés de la vie et de pouvoir aller de l'avant. Mais c'est une bonne intuition parce qu'on constate, ça c'est plus des études sur plusieurs années, donc que ces jeunes qui ont été surprotégés, garçons ou filles, hein, qu'importe, arrivés à l'âge adulte, ils ont plus de difficultés à à réagir à des situations difficiles. Ils vont plus facilement aussi attribuer à des facteurs externes ce qui leur arrive. Donc c'est de la faute de l'autre, entre guillemets. Des responsabilisations. Des responsabilisations, effectivement, et ils résistent moins aux difficultés de l'existence. Ils sont plus fragiles. Il y a Jen Twenge, une psychologue de Stanford, elle parle d'immaturité. Et là, pour faire le lien avec la partie historique, on peut dire qu'il y avait un idéal de maturité. J'ai dit, si on remet en cause cet idéal de maturité, peut-être qu'on ne prépare plus suffisamment les enfants à affronter les difficultés de l'existence. Donc ça, on a quelques données. Alors, il faut éviter toujours les raccourcis, les conclusions hâtives, mais c'est vrai que sur la base de notre vue de la littérature, on peut arriver à des conclusions de ce type-là, effectivement. Il y a cette tendance, et est-ce que tu penses c'est à partir de cette tendance que l'État et la société évoluent aussi dans cette direction, au lieu de dire on a des personnes, pas seulement jeunes, même moins jeunes, mais qui ont plus en plus du mal à affronter la vie, aller de l'avant, etc. Et au lieu de se dire peut-être il faudrait trouver la façon de rendre ces personnes plus fortes, plus autonomes, pour qu'elles puissent prendre soin d'elles, mais aussi des personnes qu'elles aiment, leurs enfants, leurs proches. Alors que j'ai l'impression que la société va un peu dans une direction opposée, dans le sens, si tu as des difficultés dans ce domaine, on va te mettre... on va te créer un entourage de... Alors c'est ça, on veut toujours plus créer un cocon douillet pour les enfants, mais c'est la même chose à l'école. Hein. Ici, il y a toute une série de décrets qui paraissent, on va par exemple interdire les punitions collectives, on va forcer les professeurs à mettre des commentaires bienveillants dans le bulletin. Donc on veut créer un environnement de bien-être doux, ce cocon pour permettre à ces enfants de... Mais, alors évidemment, c'est pas l'État en tant que tel, c'est des associations, des lobbies qui essayent d'agir pour toujours plus protéger les enfants. On dit pas qu'il faut pas protéger les enfants, mais évidemment, tout ça participe d'un discours général qui amène les parents à se rapprocher toujours. Donc qui les fragilise, et comme ils sont fragilisés, ils vont s'orienter vers des experts qui vont leur dire « prenez en compte le bien-être des enfants, etc. » sans considérer les risques pour l'enfant lui-même dans le futur, effectivement, mais même dans le présent, ça l'insécurise. Hein. Un enfant a besoin d'un cadre, tant à l'école que dans sa famille. Il a besoin de règles, il a besoin de repères. Même les profs qui ont un discours plus directif rassurent beaucoup plus les enfants. Dans le ton de leur voix, il y a des études qui ont été faites... sur ce sujet. Donc le danger avec tout ce discours, ces lois, ces décrets, c'est de fragiliser les parents, de les remettre en question et de les conduire de façon indirecte vers ces stratégies ultra bienveillantes. Je parle de parents de classe moyenne ou bourgeoise qui essayent de s'instruire, de comprendre comment est-ce qu'ils doivent éduquer les enfants sans occulter qu'il y a toujours des négligences, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Et de là... De conséquence, vos deux collègues ont du coup abordé et créé le terme de burn-out parental, qui est un peu lié, selon votre étude, à ces aspects que vous venez de décrire. Oui, alors elles, c'est vraiment leur spécialité. Hein. Donc ça fait 10 ans qu'elles travaillent plus ou moins sur le burn-out parental. On ne mesure pas en dehors de la communauté des scientifiques en psychologie le succès de ce concept-là. Hein. C'est énorme, c'est vraiment devenu un des sujets d'un point de vue scientifique sur lequel on travaille de façon énorme, reconnu aux États-Unis, etc. Mais elles, c'est avec cet angle-là qu'elles ont analysé ce phénomène du culte de l'enfant. Et effectivement, si, on fragilise les parents, et 2, il y a toujours plus d'injonctions qui reposent sur leurs épaules. Enfin, vous devez les nourrir de telle façon, vous devez passer du temps de qualité avec eux, vous devez regarder ça. Si vous voulez, la liste des activités que doivent faire les parents pour éduquer des bons enfants est énorme. Donc évidemment,
on l'a vu, ils passent beaucoup plus de temps, ils sont soucieux de bien faire, mais c'est associé à un phénomène du burn-out parental qui paradoxalement se retourne contre l'enfant, parce qu'un parent qui est dans une situation de fatigue, d'épuisement, d'épuisement, il peut se montrer violent par rapport à ses enfants. Il y a ce sentiment d'exaspération qui va conduire à la violence, malheureusement. Et c'est ce qui arrive quand certains parents se retrouvent en situation de burn-out. Donc, si vous voulez, dans l'intérêt de l'enfant, il faut trouver un équilibre. Toujours plus se rapprocher d'eux, c'est risqué tant pour les parents que pour les enfants. C'est ça. Donc ça, c'est une chose. Et alors, ils ont des études intergénérationnelles aussi. Et si on interroge les parents des années 60, des générations, c'était un phénomène qui n'existait pas tellement, celui de burn-out. C'est vraiment, disons, on pourrait dire une maladie de ce 21e siècle, où les parents aujourd'hui sont hyper concernés par leurs enfants. Mais évidemment, ça risque de se retourner contre eux. Donc c'est un des facteurs qui pourrait expliquer l'augmentation des burn-out. La Belgique, c'est un des pays avec le plus haut niveau de burn-out. Je crois qu'on est à 9%, donc c'est assez conséquent. Oui, ce serait une des conséquences. Là, on est toujours dans le cadre familial des parents, parce qu'on pourrait évoquer le burn-out des profs, qui est extrêmement conséquent. Et avant de passer à ça, j'avais une question... Alors, je ne suis pas scientifique, mais du coup, quand on définit un burn-out, je pense qu'on a tous en tête qu'est-ce qu'on entend par burn-out, mais scientifiquement, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des hormones ou un changement chimique dans le cerveau qui porte au burn-out, ou c'est juste une accumulation de stress et que c'est plus une conception abstraite, on va dire, et pas vraiment concrète, dans le sens qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le cerveau Oui, alors il y aura des mesures au niveau endocrinien, des cheveux, on va voir des degrés de stress supérieurs, etc. Il y a plusieurs façons de mesurer un phénomène en psychologie. Ici, on va s'appuyer grosso modo souvent sur des questionnaires. Donc le burn-out, on va créer le concept, on va décrire un sentiment de fatigue extrême. Il y a plusieurs symptômes, donc il y a une dépersonnalisation, donc on va prendre une distance par rapport à l'enfant, il y aura une fatigue émotionnelle intense, l'impression qu'on ne sert plus à rien, qu'on n'est pas des bons parents. Donc il y a plusieurs facteurs qui définissent le burn-out parental. C'est un concept très précis et ça va se traduire par une échelle, quoi. Donc, ça veut dire on mesure ça avec toute une série de questions, on va interroger les parents et à la suite de leurs réponses, on va pouvoir les placer définir s'ils sont effectivement dans un état de burn-out ou pas. Mais après, il y a d'autres mesures, effectivement, parce que parfois, il y a une série de biais quand on répond et on va essayer de prendre des mesures, par exemple, dans les cheveux pour mesurer le niveau de stress. Il y a plusieurs façons de percevoir un phénomène, mais c'est essentiellement des questionnaires. À travers des questionnaires qu'on va définir le niveau de burn-out d'une personne. Parce que le fait je voyais qu'aux États-Unis, mais j'ai regardé les chiffres aussi pour la France et je n'ai pas trouvé pour la Belgique, en parlant en sens plus large de dépression et burn-out, pas seulement lié au fait de l'enfant et des familles, mais en règle générale. Et je voyais que le nombre de suicides entre les années 50 et les années 2020, ça a explosé. Il y avait beaucoup plus de suicides, il y a beaucoup plus de suicides maintenant, de l'ordre de plus de 30% par rapport à 1950, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et paradoxalement, je me demandais justement, je faisais un peu cette corrélation avec tout ce qui est burn-out et dépression, que c'est quelque chose que j'ai l'impression depuis 20 ans, on en entend beaucoup parler, alors que quand on était plus jeune, c'était pas si évoqué. Oui, c'est un concept qui existe depuis les années 70-80, le burn-out professionnel, le burn-out parental, c'est très récent. Donc, il avait été évoqué quelques fois dans la littérature, mais c'est vraiment mes deux collègues ici, Isabelle Roskam et Moira Mikolaja, qui ont repris ce chantier-là, qui lui ont donné, disons, toute cette consistance scientifique aujourd'hui. Ensuite, c'est vrai qu'on évoque le burn-out, c'est devenu un peu la maladie du siècle. Il y a des reportages sur Arte sur cette question du burn-out. C'est lié à toute une série de facteurs. Mais nous, on s'est vraiment intéressé sur le suicide aussi. On pourrait évoquer effectivement la classe moyenne inférieure aux États-Unis, les Blancs, une augmentation impressionnante du suicide ces dernières années, qui ont été liées aussi. Mais ça reste mystérieux, le suicide. Mais c'est vrai que c'est un indicateur. Pensée suicidaire chez les jeunes aux États-Unis, ça explose. Sentiment d'être isolé, tout ça, ce sont des indicateurs qu'on peut mesurer précisément. Et effectivement, on constate un problème au niveau de la santé, de la santé mentale, visiblement chez les jeunes. En Belgique, on manque de données à ce niveau-là pour pouvoir
parce qu'aux États-Unis, ils ont des grandes enquêtes, monitoring de futur et autres, où ils ont tous ces indicateurs. Mais chez nous, à ma connaissance, on n'a pas assez de données. Je crois que les psychiatres commencent à vouloir obtenir ce genre de données. C'est intéressant. Oui, de fait, quand tu parlais de tous ces aspects, et aussi par rapport au fait que beaucoup de jeunes, j'avais vu des reportages, lu des articles à l'époque du Covid avec le confinement, que disaient les jeunes, et qu'au final, en repensant un peu dans le passé, les jeunes du passé, nos grands-pères, leur jeunesse, c'était la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même des événements beaucoup plus traumatiques que devoir rester confiné 1 an et demi. Et encore, on avait de la chance en Belgique par rapport à d'autres pays où on pouvait encore sortir, on pouvait encore faire beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un autre débat. Mais non, c'est intéressant parce que qui sont les premiers? C'est à partir de quand qu'on a... Ils ont la première génération d'après-guerre, parce que nos grands-parents, c'était la vie à la dure, ils ont connu la guerre, c'est des situations parfois tragiques, mais c'est la génération de l'après-guerre, ceux qui ont eu 20 ans en 68, c'est à partir de là qu'on a vu se développer un intérêt pour les identités particulières, pour des groupes particuliers dans la société, et l'enfance est revenue à ce niveau-là, quoi. Il y a eu première crise de l'autorité dans les années 60-70, crise de l'interdit, chacun fait ce qu'il veut, l'injonction à jouir, à prendre en considération les besoins de certaines communautés particulières, etc. C'est un discours typique de ceux qui ont grandi dans un niveau, dans l'Europe des États-providence de l'après-guerre, entre 50 et 70. Et donc, ça, c'est des hypothèses un peu plus osées, on pourrait faire un lien entre cette période de sécurité à partir des années 50 et un discours toujours plus lié à la protection, à cette idée de jouissance, qu'il faut refuser d'imposer des cadres stricts aux enfants, qu'il faut les laisser s'épanouir. C'est dans cette mouvance-là, et disons que ça va trouver une pleine confirmation à partir des années 90, 2000. Aujourd'hui, on voit tous les effets de ce mouvement d'idées aussi. Après-guerre, situation confortable, etc. Cette idée de besoin, etc. Mais c'est vrai que voilà, il faudrait creuser, approfondir tout ça. Et du coup, on disait le burn-out parental, il y a aussi le burn-out donc, professionnel des profs qui est en parallèle avec cette situation. Donc on a vu l'enfant dans la famille et l'enfant à l'école. Et alors oui, à l'école aussi, donc il y a tout un mouvement similaire. Donc ça, c'est plus mon domaine ici, mais effectivement, il y a toute une série de lois à partir des années 80-90 où on va essayer de prendre en considération les besoins de l'enfant. Une loi particulièrement importante, c'est la loi Jospin en France, en 1989, où là, ils vont par exemple renoncer à l'encyclopédisme. Donc c'est l'idée de culture générale à l'école, quoi. Il faut s'adapter aux intérêts de l'enfant, il faut prendre en considération son univers, il faut essayer de le rejoindre dans ses intérêts. Il faut refuser le maître à l'ancienne qui va enseigner. Il faut plus mettre l'enfant dans des activités où sa nature pourra se déployer de façon harmonieuse, ou le mettre en petits groupes, comme ça il va collaborer avec d'autres enfants, etc. Donc c'est aussi à partir des années 80-90, même si c'est des idées qui sont vieilles, de l'éducation nouvelle, etc., mais disons, elles vont avoir leur succès, elles vont pouvoir pénétrer le champ politique à partir des années 80-90, 2000. Et au Parlement, Jospin va dire précisément, maintenant, l'enfant est au centre du système scolaire. Mais ça va avoir toute une série de conséquences. Donc il y a plusieurs aspects. Cet enfant au centre du système scolaire, et c'est très présent dans les organismes internationaux comme l'OCDE, l'UNICEF, l'idée du bien-être de l'enfant, etc. Une première conséquence, c'est le niveau des élèves a chuté. En France, on peut l'observer de façon manifeste parce que c'est un pays centralisé, donc ils font passer des tests. C'est la même dictée de 56 mots qui vont passer en 87, en 2007, en 2015 et en 2022. Okay. Donc on fait passer exactement la même dictée, ou les mêmes exercices en mathématiques, en compréhension à la lecture. Et là on peut voir, tiens, mais en telle année ils faisaient 7 fautes. Maintenant ils sont à 12, 13, 14, 15, 16. Donc ils font 7, 8, 9 fautes en plus sur 56 mots, que, je parle d'enfants de 10, 12 ans, qui a 30 ans. Donc évidemment, mais ça c'est logique, si on diminue la part des connaissances dans les référentiels, si on essaie de toujours faire plus d'activités, même au niveau ludique, des jeux,
faut pas tomber dans une vision caricaturale non plus, hein, mais disons qu'on accorde moins d'importance au savoir. Donc, clairement, une conséquence logique, par exemple, si l'enfant maîtrise moins les règles de la matière, s'il a moins de vocabulaire, c'est évident qu'il va faire beaucoup plus de fautes. Mais le danger, c'est qu'il va avoir beaucoup plus de difficultés à comprendre un texte. S'il ouvre le journal, je parlais des Grecs, il disait « Il est essentiel, Périclès, que quelqu'un soit capable de comprendre les enjeux qui affectent la cité. » Une des conséquences, je ne dis pas qu'elle n'est certainement pas voulue, indirecte de cette centration sur l'enfant, ses besoins, ses intérêts, c'est qu'ils sont moins capables de comprendre les enjeux qui affectent la cité. Et ça, c'est clair, il y a des études qui ont été faites, par exemple, par l'APED, donc c'est l'Appel pour une école démocratique en Belgique, sur les questions environnementales. Parce que dans la presse, on va dire, les jeunes, c'est fantastique, ils s'intéressent à l'environnement, ils nous donnent une bonne leçon à nous, les adultes, qui ne sommes des êtres égoïstes, qui ne pensons qu'à consommer, à acheter, etc. Les enfants, c'est le futur, c'est l'espoir, etc. Mais si on regarde leurs connaissances climatiques concrètes, ils connaissent très 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 peu de choses. Ils répètent, et ça, ah oui, non, ils ont... Donc ça veut dire, ils n'ont pas de connaissance, de culture générale sur cette question. Donc s'ils étaient vraiment intéressés, on peut supposer qu'ils... au moins un minimum de connaissances, l'effet de serre, des choses basiques de ce type-là. Et ce qu'a mis en évidence cette étude de l'APED, c'est qu'ils ne connaissent pas grand-chose, en fait. Alors même que c'est dans le programme. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du système scolaire qui n'arrive pas à, à imprimer ces connaissances dans leur cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on est moins exigeant, on va moins vérifier, on va moins automatiser les apprentissages, de sorte que ça fasse partie de leur univers mental. Donc ça, c'est dangereux, parce que quelqu'un qui n'a moins de connaissances, si vous n'avez pas de connaissances sur un sujet, c'est impossible d'être critique. Je sais pas, vous avez fait des podcasts sur l'histoire des religions, moi je connais rien à ce sujet, je ne serai jamais être critique par rapport à ce sujet-là. C'est seulement à la condition qu'on connaisse un sujet qu'on pourrait être critique. Ouais. Donc ça, le problème, c'est si on diminue la part des connaissances, ou si les élèves ont moins de savoir dans leur esprit, qui sont devenus automatiques, etc., ils pourront être moins critiques. Ce sera difficile pour eux de devenir critiques. Donc ça, c'est une des premières conséquences d'une centration sur les élèves, du fait de diminuer la part des connaissances dans les référentiels. Une deuxième conséquence, évidemment, moins il y a de cadres. Donc, je ne sais pas si en Italie, vous avez connu des profs à l'ancienne, avec un cadre assez strict. Mais aujourd'hui, on serait scandalisé de voir des professeurs qui mettent un enfant au coin, qui imposent un cadre, qui crie. Directement, les parents vont réagir, ou l'inspection va réagir. Des professeurs qui étaient normaux dans les années 80, aujourd'hui seraient considérés comme politiquement incorrects ou potentiellement dangereux vis-à-vis des élèves. Le discours dominant, c'est qu'il faut prendre en considération leur bien-être, écouter, négocier les règles, etc. Le problème, c'est que les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Je ne dis pas que le prof doit être méchant, doit être cruel, doit humilier, certainement pas, mais un cadre clair, avec des punitions claires, une gradation, etc. Sans ça, il y a un niveau d'anxiété chez les jeunes. Ils sont plus anxieux, ils sont paradoxalement moins heureux en classe. Ils seront plus heureux quand c'est clair, quand il y a un cadre et des règles précises. Il y aura plus de consommation de substances, de drogues, etc. Il y a toutes des données qui montrent qu'un cadre négligent va avoir toute une série de conséquences assez... sur la consommation de substances, sur le niveau d'harcèlement dans les écoles. On parle beaucoup d'harcèlement aujourd'hui, c'est un autre sujet. Mais un moyen d'éviter le harcèlement, c'est d'avoir un cadre clair, etc. Ouais. Et sur les profs aussi, par exemple, il y a 40% des profs belges et français qui estiment qu'il y a beaucoup de bruit dans leur classe. C'est un bruit de fond. Imaginez le niveau de fatigue. C'est très difficile pour un prof. Enfin, moi, j'ai été prof plusieurs années dans des contextes qui n'étaient pas évidents. Je peux vous dire, c'est épuisant. Et c'est pas étonnant. Donc voilà, ça c'est quelques conséquences, quelques risques si on se centre exclusivement sur les besoins, les intérêts, si on essaie de se rapprocher d'eux, si on est moins exigeant vis-à-vis de la maîtrise des savoirs, c'est quelques risques ici. Mais de plus surtout qu'un enfant est de base souvent très curieux et on lui préclut un peu la possibilité de découvrir, ça lui permet d'aller seulement vers ses intérêts courants. On lui préclut la possibilité de découvrir des nouveaux sujets que peut-être ça deviendra ses passions futures. Alors ça c'est tout un débat. Donc il y a des pédagogues romantiques, moi je les appelle, qui vont dire l'école tue la créativité.
elles vont tuer, et ce que disait Helen Kay d'ailleurs au XXe siècle, il dit c'est étonnant, on voit des enfants qui dans leur tendre enfance sont hyper curieux, et au sortir de l'école, ils ont perdu toute curiosité. C'est la faute de l'école, par conséquent. Mais il y a un autre discours qui va dire, alors certes, ils ont parfois une certaine curiosité, mais ce sera une curiosité qui sera très en dilettante, elle va sauter d'une chose à une autre, en d'autres termes, oui, mais c'est pas du tout une curiosité planifiée, structurée, qui va déboucher sur des apprentissages. L'attention des enfants, elle est très, elle passe d'une chose à une autre, elle est pas focalisée. C'est un des objectifs de l'école, c'est d'apprendre justement à être capable de rester attentif pendant. Kant va dire, l'objectif de l'école, c'est d'apprendre à rester assis. Mais en d'autres termes, justement, d'être capable de rester concentré pendant 1 heure sur un texte, parce que tout progrès intellectuel est la conséquence d'un niveau d'attention assez élevé. Mais donc, d'autres études vont montrer, mais non, plus l'enfant reste à l'école, plus il développe ses capacités d'attention, plus il apprend à maîtriser un sujet, plus il va devenir curieux, plus il va devenir créatif. La créativité, c'est la conséquence d'une grande maîtrise d'un sujet. Ouais. Mais nous-mêmes, on le regarde, qui sont les génies ? C'est des gens qui ont une maîtrise extrêmement fine de leur domaine, si vous voulez. Ouais. Qui sont les gens qui sont vraiment critiques ? Ils maîtrisent un sujet sur le bout des doigts. Ils sortent pas de nulle part, si vous voulez. Exactement. Et le problème, c'est qu'ici, on inverse les choses. Hein. Et sous le prétexte que l'école tue la créativité, on va dire, il faut leur faire des activités, les faire dessiner. Mais ce faisant, si vous voulez, on empêche comment dire on les prive des étapes nécessaires pour pouvoir devenir potentiellement un jour critique ou créatif. Surtout dans la société moderne où maintenant, de plus en plus au jeune âge, ils vont être confrontés à des TikTok, à des shorts, à des reels, des formats hyper rapides, 4 secondes, 30 secondes, bam, bam, bam. Et où il y a des études qui ont été faites maintenant chez les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux comme ça, leur niveau d'attention s'est écroulé dans les dernières années à cause de ces réseaux sociaux où tout va vite, tout c'est 4 secondes, bam, bam. Et ils ne savent plus se concentrer longtemps sur un sujet. Et justement, là, le rôle de l'école serait justement celui-là. Et vous avez tout à fait raison. Dans un contexte où, effectivement, ils sont submergés par les écrans, le seul endroit où ils pourraient préserver des écrans, c'est à l'école. Parce que, mais même, on a vu... il y a des études où on montre 7 minutes de télévision avant d'aller à l'école. Donc, groupe contrôle et un groupe expérimental. Donc, on met 30 enfants, on leur montre 7 minutes la télé avant d'aller à l'école. On fait 30 enfants, ils ne regardent pas la télé avant d'aller à l'école. Le niveau attentionnel, déjà change. Juste 7 minutes. Donc, imaginez quelques trucs sur TikTok où on passe effectivement d'une image ou d'une micro-vidéo à une micro-vidéo où le cerveau est constamment sollicité et ne s'arrête jamais en profondeur sur un sujet particulier. C'est désastreux d'un point de vue attentionnel. Et ça, toutes les études le montrent effectivement en psychologie. On a une montagne d'études qui vont toutes dans la même direction. Il y a un problème au niveau de l'attention, de la concentration, au niveau des apprentissages, au niveau de la réussite scolaire, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on sait que c'est désastreux. Alors là, l'État pourrait dire ok, on va préserver les enfants des écrans à l'école, pas de numérique, rien du tout. Comme le font d'ailleurs certaines écoles dans la Silicon Valley. Il y a des écoles où il y a juste un tableau noir, des crayons, etc. Où on retrouve d'ailleurs tous les jeunes fils, les enfants des cadres des grands de Facebook et des grandes sociétés de la Silicon Valley. Donc il y a des écoles où il y a juste des écrans noirs. Ou autre solution, on va s'adapter à ces digital natives. Comme les jeunes ont grandi baignés dans des écrans, c'est à l'école de s'adapter à eux. Toujours dans cette logique, l'école doit se rapprocher de l'univers des enfants, de ce qu'ils sont, etc. Et là, c'est une erreur, malheureusement, qui risque d'être tragique. Et c'est une des grandes orientations du pacte pour un enseignement d'excellence. Donc il y a un gros volet de réforme aujourd'hui dans l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et dans ces réformes, l'idée c'est clairement de prendre cette voie du numérique. Donc il faut enseigner des compétences numériques, ce qui est légitime. On pourrait dire, ok, il faut que les enfants développent certaines compétences numériques, mais surtout, il faut enseigner par le numérique. Donc, il faut toujours plus d'écrans dans les écoles, des tableaux interactifs, des vidéos, pour essayer de se rapprocher des digital natives. Mais ça,
Voilà, le problème c'est que ça marche pas, et ça n'a pas d'effet sur la motivation, ça n'a pas d'effet sur l'apprentissage, ce sont des dépenses énormes, je dis il y a un trou de 711 millions dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, je dis on pourrait réinvestir cet argent de façon beaucoup plus intelligente, ça marche pas tout ça, et ça reste un des gros domaines. Voilà, donc c'est un autre problème, c'est une autre dérive qu'on n'avait pas abordée dans notre article, mais que j'avais abordée dans un autre article, effectivement. C'est prendre la voie du numérique parce que les jeunes sont des digital natives et qu'il faut se rapprocher de leur univers de ce qu'ils sont. C'est pas du tout, d'un point de vue scientifique, une stratégie qui se révèle efficace et judicieuse. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre... Enfin, je suppose qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a des différences dans l'approche des méthodologies que vous avez remarquées dans vos années d'études comme ça, entre l'enseignement catholique et l'enseignement communal? Enfin, catholique, je veux dire libre et... Oui, alors, donc, effectivement, en Belgique, ça reste un pays de réseau, donc ça se traduit dans les syndicats, dans les hôpitaux, mais aussi dans les écoles. Donc on ne va pas répondre. Et oui, non, il n'y a pas vraiment de différence. Disons, c'est un discours dominant. Parfois, il y a quelques particularités. Il y a des écoles qui sont beaucoup plus dans la pédagogie active et qui vont prendre cette voie-là davantage. Mais au sein du réseau libre, il y a plus la possibilité de créer des projets comme ceux-là. Au sein du réseau officiel, il y a plus de contrôle. Mais donc dans le réseau libre, il y a plus d'initiatives particulières comme ça, ou des écoles par exemple qui misent tout sur le numérique. Moi j'ai déjà visité des écoles... Oui, bon, tant pis, ça fait partie de la spontanéité du processus. Mais oui, effectivement, il y a des écoles tout numériques. Moi j'en ai visité, et le problème c'est que c'est souvent des écoles... à discrimination positive, j'en ai visité une, je serpentais entre les élèves qui jouaient sur leur smartphone ou sur leur ordinateur portable. Donc c'est ça la réalité aussi, parce que c'est une école dont on a chanté les louanges dans les journaux, mais moi j'ai été la visiter, j'ai passé 2-3 heures, j'ai été plusieurs fois, et à chaque fois j'avais cette même impression, mais j'ai dit on leur rend pas service avec ces écrans, ces jeunes on leur tire une balle dans le pied. Comment veut-on qu'ils deviennent un jour critiques, qu'ils assimilent les savoirs? Enfin, si vous voulez, c'est l'antithèse, c'est l'opposé de ce qu'il faudrait réellement faire avec ces jeunes. Donc ils auraient besoin de plus d'écoles, de plus de connaissances pour compenser leur retard. Et là, à chaque fois, on applique des stratégies voilà, qui sont inefficaces, qui les écartent même de cette voie de l'apprentissage. Enfin, bon, voilà, bref. Oui, c'est intéressant. Et est-ce que tu penses il peut y avoir... Le fait d'avoir toute une génération qui peut-être manquera d'esprit critique, ça peut pas favoriser certains aspects de la société plus tard? Parce qu'on décorde beaucoup cet esprit critique, mais je trouve que, comme dans votre cas, vous avez été beaucoup attaqué à cause finalement de votre esprit critique, de vouloir questionner des faits, on en parlera plus tard, mais soit par rapport au Guy d'Evras. Et est-ce que c'est peut-être des choix qui peuvent porter à avoir moins d'esprit critique finalement, qui posent moins de problèmes, moins de questions égale moins de problèmes? Alors c'est difficile de poser de répondre à ces questions-là, mais est-ce qu'on est en train de créer des nouvelles générations qui sont moins armées intellectuellement pour répondre aux enjeux auxquels on sera confronté, auxquels on est confronté aujourd'hui, auxquels on sera confronté dans le futur? Ça, c'est plutôt une opinion personnelle. Je le pense clairement. Il y a quelques données qui m'amènent à le penser. On voit par exemple l'adhésion à des idées complotistes chez les jeunes est plus importante que dans les générations précédentes. Je mentionnais l'étude par rapport aux connaissances climatiques des jeunes, mais pour vous dire qu'évidemment, moins vous connaissez, parce qu'en psychologie, on ne peut pas distinguer les connaissances de la pensée critique. Donc, si vous voulez, comme je l'ai dit, vous êtes critique que dans un domaine que vous connaissez beaucoup. Donc si les jeunes connaissent ont moins de connaissances climatiques, ils seront nettement moins critiques. Donc imaginons qu'un gourou vienne demain et leur promette une solution radicale en matière d'écologie, on peut supposer que nombre d'entre eux le croiraient, tout comme ceux qui sont climato-sceptiques. Donc
il y a une corrélation importante entre le niveau d'ignorance et l'adhésion à des thèses climato-sceptiques, par exemple. Donc, effectivement, moi je suis plutôt inquiet pour nos démocraties si on crée des jeunes qui sont moins armés intellectuellement. Ouais. Et je pense que c'est le cas. Oui, ça je le crois. Du coup, on a fait l'historique, on a vu le côté du culte de l'enfant dans la famille et à l'école. Et la conclusion de votre article, vous avez émis une conclusion ou est-ce que vous avez une idée que vous vouliez faire passer ? Donc nous, on dit, voilà, il faut trouver un équilibre entre l'intérêt de l'enfant, mais aussi l'intérêt des adultes et l'intérêt de la société. Le problème, c'est que si on s'oriente trop vers l'enfant, on risque de perdre de vue la finalité de l'éducation, à savoir créer des citoyens. Et ça, je l'évoquais avec ici la question de l'esprit critique, etc. Donc ça, il faut bien... il y a un philosophe polonais, Kolakowski, qui disait, mais il expliquait la dégradation des systèmes scolaires par le fait qu'on a perdu... c'est plus clair dans notre esprit où on veut amener les jeunes aujourd'hui. On n'a plus un idéal clair. On a perdu la foi dans les valeurs essentielles qui caractérisent nos démocraties. Et comme on n'a plus cette force de conviction dans les valeurs essentielles de nos démocraties, on a moins envie de les transmettre. Donc nous, on dit, voilà, il faut réfléchir à la finalité de l'éducation. Chaque parent doit réfléchir où je veux amener mon enfant dans le futur. Et évidemment, à partir du moment où c'est clair dans son esprit, il ne va pas toujours répondre à ses besoins. Parce que le danger, nous, c'est le narcissisme, l'individualisme, etc. Donc, plus vous vous rapprochez de l'enfant, plus vous risquez qu'il se sente le centre du monde. Donc, prendre en compte la finalité de l'éducation. Trouver un équilibre entre l'intérêt de l'enfant, celui des adultes, on a le droit de vivre aussi en tant qu'adulte, et celui de la société. Et deux, alors rétablir un cadre. Alors nous, on dit c'est une association entre la bienveillance et un cadre strict, ferme, mais qui n'est pas injuste et humiliant, on ne dit pas ça. Oui, mais c'est l'association de la bienveillance et d'un cadre strict et ferme qui produit les meilleurs effets sur le développement de l'enfant. Et ça, c'est soutenu par des montagnes, par plein de recherches. Il y a plein de recherches qu'on mentionne. C'est vraiment l'association entre... juste la bienveillance, ça ne va pas. Ça insécurise les enfants. J'évoquais la crise de l'interdit. Aujourd'hui, il faut négocier toujours. Non, parfois, vous pouvez dire non, c'est comme ça. Il ne faut pas toujours prendre en considération ce qu'ils disent. C'est pour ça que je vous disais, un des aspects ambigus de la Déclaration des droits de l'enfant, c'est cette idée de les inclure systématiquement dans les décisions qu'on prend, qui les concernent, etc. Parfois, il faut tout simplement ne pas les inclure, dire c'est comme ça. Et c'est moi qui le dis, donc soumets-toi, entre guillemets. Parfois, il faut les écouter. Donc, c'est une question d'équilibre délicat que les gens ont parfois mal compris. On n'a jamais dit qu'il faut revenir dans les années 30, 40, 50. Enfin, vous lisez Orwell, tel était le plaisir, la façon dont il décrit l'école, c'est une expérience horrible. On dit certainement pas qu'il faut revenir à ça. Tout comme l'éducation victorienne où les parents ne voyaient qu'une heure à l'heure du thé leurs enfants qui par ailleurs étaient dans des institutions plutôt lugubres, etc. On ne dit pas qu'il faut revenir à ça, mais il faut réfléchir à l'autorité dans le cadre d'une démocratie. Donc se projeter vers un idéal de citoyenneté et à partir du moment où c'est clair dans notre esprit, placer un cadre. Ça nous semble extrêmement important, d'autant plus que j'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant confronté à des thématiques chaudes, compliquées. On peut penser à la crise climatique, on peut penser à la crise politique, de confiance, des inégalités qui montent, d'appauvrissement de la classe moyenne. Donc si vous voulez, on n'a jamais eu besoin autant de nouvelles générations capables de penser ces enjeux, d'y réfléchir, et surtout de se coordonner entre eux, de se solidariser avec d'autres personnes, si tu veux, de transcender les intérêts de leur petite tribu. Je sais pas, moi si j'appartiens à la tribu des Noirs ou des homosexuels ou des Blancs ou que sais-je, que je ne fréquente que ces gens-là, j'ai du mal à me diriger vers les autres. Mais ici, on doit transcender tout ça pour aborder des enjeux qui dépassent notre univers clos, si vous voulez. Donc voilà ce qu'on dit plus ou moins, de rétablir un équilibre entre cadre et bienveillance et se projeter vers un idéal de citoyenneté auquel il faut réfléchir. Donc ça, c'était plus ou moins les conclusions de notre article. C'est super intéressant. C'est vraiment une belle découverte. Et comme je t'avais dit tout à l'heure, je t'avais
J'avais découvert ton article à la suite d'un autre article que j'avais lu dans la presse par rapport à une lettre ouverte que toi et beaucoup d'autres collègues vous aviez écrit par rapport au nouveau guide Evras qui avait fuité, si j'ai bien compris. Il n'était pas encore totalement publié. En fait, oui, c'est ça. Nous, on a été avertis par des gens de notre entourage qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre au guide Evras et qui nous ont envoyé des lanceurs d'alerte, comme on les appelle aujourd'hui, qui nous ont alertés en disant mais regardez ce qui va se retrouver dans le guide Evras. Alors, juste en quelques mots, le guide Evras, c'est un guide qui est destiné aux animateurs, qui vont faire des animations sur la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles. Donc, c'est 2 heures en primaire, 2 heures en secondaire. C'est pas destiné aux enfants directement, etc. Je veux ici effacer toute ambiguïté. Donc, destiné aux animateurs Evras et par ailleurs aussi aux professeurs. Donc, c'est un guide très complet qui fait 400 pages avec des apprentissages précis, des savoirs précis et des liens notamment qui sont faits avec les différentes disciplines qui sont enseignées à l'école. Par exemple, en sciences humaines, la thématique du genre est fort liée à la question des sciences humaines et il y a des liens avec le nouveau référentiel de sciences humaines qui paraît dans le cadre de la réforme du tronc commun. Donc maintenant, il y a un tronc commun qui va apparaître. Okay. Donc, si vous voulez, parce que nos opposants, entre guillemets, nos adversaires, si je peux les qualifier de cette manière, on essaie de diminuer l'importance de l'Evras. Donc c'est pas juste des animations, c'est aussi, il y a aussi des liens clairs avec le tronc commun et les nouveaux référentiels qui vont paraître. Et donc voilà, on a reçu quelques images comme ça où on mentionnait les fameux sextos à 9 ans. Par exemple, on disait, mais voilà, si les élèves évoquent ce sujet avec vous, mais vous pouvez évoquer la section, vous pouvez répondre que c'est possible de transmettre des sextos ou des nudes, donc ça veut dire les élèves ont des smartphones à 9 ans, ils prennent des photos d'eux nus, reconnaître que c'est potentiellement excitant, etc. Donc ça, c'était une dimension qui nous a particulièrement interpellés. Et donc là, je ne suis plus avec mes 2 collègues de l'UCL, je suis plutôt avec des cliniciens, donc des pédopsychiatres et des psychologues, qui sont préoccupés par les conséquences potentielles d'une telle approche sur les enfants. Donc c'est une approche où donc c'est dans la méthodologie d'Evras, ils sont partis des enfants. De nouveau, on part des enfants. On n'impose pas un interdit, un cadre strict sur cette éducation à la vie sexuelle et affective. Par exemple, on dirait, écoutez, le porno, ça présente tel et tel risque, vous devez surtout pas en regarder. Ça, ce serait un interdit qu'on essaierait de dire aux enfants. Eux, ils vont dire non, le porno, peut-être qu'il y a des choses positives dans le porno. Il faut apprendre à distinguer ce qui est positif de ce qui est négatif. Mais ça, c'est à 12 ans, à 9-12 ans. Il faut développer son esprit critique par rapport au porno. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc, soit on part des jeunes, c'est une réalité, c'est un point de vue qui se défend. Soit nous on dit attention, l'enfant ne peut pas s'autodéterminer, il faut un cadre. D'un point de vue développemental, il y a des risques. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a très peu d'experts, de spécialistes du développement psycho-affectif des enfants. Ce sont d'autres experts. Il y a beaucoup de gens ont participé à l'élaboration de ce guide Evras, mais force est de constater qu'ils n'appartiennent pas à nos disciplines. C'est pour ça qu'on a voulu faire entendre notre voix. D'abord à la ministre, mais face au refus de la ministre, on a fait passer notre voix par la presse, si vous voulez. D'accord, donc pour contextualiser le tout, donc vous avez eu l'information de ce nouveau guide qui allait être publié, vous avez eu le contenu, vous avez analysé avec d'autres collègues. Voilà, ici on s'est répartis toutes des parties du guide entre nous et on a essayé de le lire en profondeur et de comprendre les éventuelles limites et dangers. Et à partir de là, vous n'avez pas eu un accord favorable pour une rencontre avec la ministre et du coup vous êtes adressé à la presse, d'où j'ai découvert justement votre lettre ouverte qui était intitulée justement « Non à l'hypersexualisation de nos enfants », que je trouve très, très correct et ça m'a tout de suite interpellé évidemment. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles autres personnes ont collaboré à écrire cette lettre ? Donc vous m'avez dit c'est tous des collègues psychologues et pédopsychiatres, beaucoup aussi. Alors ce sont surtout des
des psychiatres, des pédopsychiatres, donc qui travaillent beaucoup dans leur cabinet avec des jeunes, qui sont confrontés à ces questions d'abus sexuels, de violence, parce que il faut le rappeler, nous on n'est pas contre l'Evras en tant que tel. L'Evras, le guide Evras aborde toutes des thématiques liées à la violence exercée face aux enfants, aux abus sexuels, etc. Nous on est pour, évidemment, protéger les enfants de ce genre d'abus, laisser une voix s'exprimer éventuellement, mais évidemment avec un cadre. L'idée, c'est des questions délicates à aborder, savoir comment on le fait, etc., qui sont abordées par Evras. Donc on est persuadé de la nécessité. Nous, on voulait améliorer le guide Evras et apporter notre regard plutôt spécialisé en psychologie du développement, psycho-affectif, d'un point de vue clinique et théorique, parce que eux, j'ai l'impression que c'est plutôt des experts de différents domaines, mais qui ne sont pas concentrés sur ça. Alors, dans mes collègues donc, pédopsychiatres, surtout les psychologues, sexologues aussi, et alors il y avait des membres de l'Observatoire de la Petite Sirène, la branche belge. Eux sont plus généralement, donc c'est un observatoire qui s'intéresse aux questions, à l'influence de nouvelles idéologies sur le développement psychique des enfants, potentiellement. Donc, c'est très large, mais ils se sont fait connaître surtout pour une invitation à la prudence sur la question trans. Donc ça veut dire les enfants qui veulent faire une transition de genre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans l'Evras. Donc dans l'Evras, à 9 ans, 9 ans ou 12 ans, je ne me rappelle plus, il faut montrer des modèles positifs des transgenres. À 9 ans, il faut évoquer la possibilité des bloqueurs de puberté, des hormones qui permettent de changer. Donc il faut informer le plus possible tous les enfants de ces possibilités-là, si c'est évoqué par les élèves. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente dans tout le guide. À partir de 5 ans, il faut déjà s'interroger sur la question de genre, de réfléchir qu'on peut développer des pensées, des intérêts qui ne correspondent pas au genre qui nous a été attribué à la naissance, par exemple. Donc c'est une des thématiques de l'Evras. Alors, la branche belge de l'Observatoire de la Petite Sirène, je me dis c'est plus large, mais évidemment, ça les interpelle que on évoque tous ces sujets de cette façon avec des enfants, d'autant plus que eux, leur combat, c'est d'inviter à la prudence. Donc, ils ne sont pas contre la transition de genre, etc. L'idée, c'est de dire, mais voilà, attendons d'avoir 18 ans avant de faire des opérations chirurgicales. Donc, c'est d'inviter à la prudence et à une réflexion approfondie, parce que, si vous voulez, nous, les adolescents, nous, on a peur que le guide Evras amène l'idée que vont figer des identités chez les enfants. L'adolescent, on a changé considérablement d'intérêt, de goût. Peut-être on va être traversé par l'idée d'être éventuellement homosexuel ou pas, de vouloir potentiellement changer de genre, etc. Mais de là à figer ça avec des conséquences parfois irrécupérables, en conséquence d'interventions chirurgicales, par exemple une ablation des seins, si vous voulez, on ne peut pas revenir dessus, c'est compliqué. Prendre des hormones sur le long terme, outre le fait que c'est tout un business, vous l'avez évoqué, mais il y a potentiellement des répercussions. Donc, que fait l'organisme, la branche belge? Donc, mes co-signataires de la lettre ouverte, ils invitent à la prudence, dans le cadre de leur observatoire. Et c'est le cas aussi dans le cadre du guide Evras. Attention, est-ce que l'enfant peut s'autodéterminer comme il veut, pour autant qu'il respecte l'autre, qui est consentement, ou bien est-ce qu'il faut prendre un peu plus en considération un cadre, des interdits, qu'ils viennent de la famille ou de la société? Est-ce que nous, adultes, on a le droit de dire quelque chose? Ou bien est-ce que l'enfant peut se construire comme il désire, en fonction de ses ressentis, de ce qu'il désire à l'instant, etc. C'est toujours, si vous voulez, c'est la même chose avec les professeurs. Dans les décrets, etc., on essaie de dire le prof, c'est quelqu'un qui accompagne le jeune. C'est pas quelqu'un qui va imposer quelque chose. Ici, et c'est la méthodologie adoptée par Evras, ils ont interrogé 400 jeunes, ils disent il faut accompagner les jeunes, les informer le plus possible de toutes les possibilités, et surtout dans leur choix. Mais voilà, nous, on dit non, il ne faut pas juste accompagner, il faut réfléchir potentiellement à un cadre aussi. Il faut prendre en considération que certains questionnements ne sont pas adaptés à leur âge. Et ça, malheureusement, ce n'est pas du tout pris en compte dans le guide Evras tel qu'il existe dans sa mouture actuelle, disons. Oui, j'ai vu que ce guide Evras est publié et créé via une SBL qui s'appelle OIS. C'est possible. Ouais. Oui, ici à Bruxelles.
dans laquelle, sur leur site, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur le parcours de cette SBL. On trouve juste les membres et voilà, qui est qui, l'animateur, la directrice. Mais ça manque un peu d'informations. Et du coup, suite à cette lettre ouverte, vous avez reçu pas mal d'attaques. Maintenant, il faut signaler qu'il y a une pétition. On va mettre le lien dans le descriptif de l'épisode. Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a une pétition, mais c'est pas de notre initiative. Nous, c'est une lettre ouverte qu'on a faite. Et qui a, ah, d'accord. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une pétition en plus. Mais nous, c'est une lettre ouverte à la ministre et aux parents en disant, mais voilà, soyez concernés par ce sujet, réfléchissez aussi. L'idée aussi, c'est d'alerter les parents s'ils voient qu'il y a des choses vraiment inappropriées qui ont été abordées avec les enfants, qu'ils le mentionnent, qu'ils l'évoquent. C'est de les amener à plus de vigilance sur ces questions-là, c'est tout. On ne veut pas saboter Evras, on veut, disons, augmenter le degré de vigilance citoyenne sur cette question-là. Oui. Dire attention et mettre un peu plus de pression pour qu'ils fassent des modifications en prenant en compte le point de vue psycho-affectif et développemental, qui selon nous n'est pas assez présent. Donc si vous voulez, on invite à la prudence, mais voilà, on a reçu des attaques, on a été contre-attaqué, enfin on a été attaqué, alors la ministre a répondu en minimisant notre point de vue, en disant ce n'est que 2-3 heures, on va faire quelques modifications, ça ne concerne que certains aspects du guide. Donc ça, disons, c'est pas très élégant, c'est une façon de diminuer notre réflexion, etc. Et puis après, il y a eu une responsable d'un planning familial qui a attaqué plutôt dans Ligueur, c'était qui veut la peau d'Evras. Donc on voit déjà la stratégie, décrédibiliser la personne pour décrédibiliser le message. Donc on va pointer sur qui est derrière ça. Et évidemment, donc moi j'étais pas concerné parce que je ne suis pas membre de l'Observatoire de la Petite Sirène, mais c'était plutôt le docteur Dechaine, Sophie Dechaine, qui était visée ici. Et donc ici ce sont des attaques ad hominem, elle va évoquer qu'elle a des fantasmes, parce qu'il y a un phénomène qui préoccupe le PS, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus, et ça c'est assez documenté, de jeunes qui veulent changer de genre, quoi, qui exigent de se faire appeler par un autre prénom, de commencer cette transformation physique en faisant parfois des menaces de suicide. Donc c'est un phénomène de plus en plus fréquent. On connaît la puissance des phénomènes, des modes chez les adolescents, les phénomènes de contagion, etc. Donc, moi, je connais pas, je veux dire, à l'origine, je connais pas bien ces questions, donc je suis très prudent dans mes formulations. Mais bref, ici, l'ambition, c'était d'attribuer les critiques de l'Evras à cet organisme et d'associer cet observatoire de la Petite Sirène à l'extrême droite. Donc on évoque l'extrême droite, la réaction et Zemmour dans le même article. Donc on va insinuer que la critique vis-à-vis de l'Evras alors, ça c'est le mécanisme de la polémique en général. On va identifier un adversaire, on va lui attribuer des traits relativement désagréables, ce qui va permettre de minimiser le poids de ses arguments. Si vous voulez. Et c'est la stratégie utilisée par cette dame. Donc en nous assimilant à ses forces plutôt réactionnaires et obscures, elle essaye de minimiser le poids de nos arguments. On ne nous a pas répondu en disant, parce que moi j'ai regardé les références en psychologie du développement, il n'y a rien dans le guide. Donc on ne nous a pas dit, on va prendre en considération, on va essayer d'approfondir d'un point de vue développemental ce guide Evras pour réfléchir si effectivement certains questionnements ou apprentissages viennent peut-être trop tôt dans le développement de l'enfant, avec des conséquences qu'on ignore. Donc nous, il nous donne l'impression de jouer un peu aux alchimistes. Alors certes c'est beau, il y a une dimension idéologique, c'est la lutte contre les discriminations et les violences, etc. Mais nous en tant que cliniciens ou qu'experts de ces questions-là, on a l'impression qu'ils jouent aux alchimistes et qui sont dans cette idéologie de l'autodétermination, que l'enfant doit se construire lui-même et on estime qu'il y a certains risques. Voilà. Ouais. Donc si vous voulez, il n'y a rien d'extrême droite dans tout ça, si vous voulez, c'est juste rappeler la nécessité d'un cadre et évoquer certains risques. Voilà. Bah, peut-être justement le fait, comme tu l'as énoncé, que il n'y a pas beaucoup de pointures en psychologie ou en pédopsychiatrie qui ont contribué à ce guide. Le fait d'essayer de vous décrédibiliser de cette façon, c'est parce que c'est un manque d'arguments. Au final, si on a un argument dont on est sûr, dont on a les bases, qu'on sait défendre, on n'a pas besoin de décrédibiliser l'autre, on sait juste répondre par des faits. Et
Et là, force est de constater qu'on n'a pas eu de réponse argumentée, développée sur le cœur de nos critiques, à savoir l'autodétermination, des apprentissages qui viennent trop tôt, etc. On n'a pas eu de réponse satisfaisante à ce niveau-là, clairement pas. Et donc ça a été relancé à nouveau, il y a eu une relance pour une réponse à ce jour, où on en est exactement? Donc ici, on continue. Donc on a renvoyé une lettre à la ministre. On avertit les parents. On dit voilà, si vous soyez vigilants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, on va voir. On a quelques réunions jusqu'où on va aller. Mais notre objectif principal, il est atteint dans la mesure où on voulait alerter l'opinion, essayer d'avancer certains arguments. Dans ce sens-là, après la suite à donner à cette initiative, on verra. Mais voilà, disons que l'objectif, il était atteint. Après, on est d'accord pour débattre, pour regarder, pour donner quelques conseils sur l'élaboration du guide aussi. Voilà. C'est toujours au final Comment dire? Au final, on est toujours... on bouge motivé par la même valeur, donc le bien de l'enfant en sens large. Et c'est juste différentes façons... Enfin, c'est même pas différentes façons d'y arriver, mais c'est différentes visions pour y arriver. C'est vrai que quand je lis l'article du Liger, qui est comme je t'ai dit, je trouvais de très mauvaise foi, cette dame évoquait le fait qu'il ne faut pas confondre l'innocence avec l'ignorance. Mais voilà, c'est un parti pris qui peut être justifié, mais il faut tout donner aux enfants, évoquer avec eux toutes les possibilités, les informer de toutes les possibilités, comme ça ils peuvent choisir. Et jouir en bonne conscience de ce qu'ils veulent, si vous voulez. Ouais. Pour autant qu'il y ait consentement de l'autre. Donc c'est un parti pris qui se justifie, et je ne pense pas que cette dame... je pense qu'elle est animée par les mêmes intentions que nous, par les mêmes finalités. Donc elle veut un développement, elle ne veut pas que donc elle veut qu'il y ait moins de violence, elle veut qu'il y ait une lutte contre les discriminations, ce qui est notre objectif aussi, mais c'est des moyens qui sont complètement différents. Si vous voulez. Nous, on sera pour d'autres approches. Et le problème, c'est que... Alors moi, j'ai travaillé dans des quartiers populaires aussi, et c'est une approche tellement radicale sur ces questions de genre, de la sexualité, etc., qui, selon moi, risque aussi d'écarter, de susciter de la méfiance chez des populations qui sont parfois plus conservatrices, et qui ont parfois plus de méfiance. Et je ne pense pas que l'école a besoin de ça, d'ouvrir la porte à des postures radicales. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est flagrant quand on lit le guide. On a l'impression que c'est une position bien particulière, quoi. Que c'est pas du tout... Allez, la Belgique, on est un pays de consensus. On n'a pas l'impression que c'est un consensus entre différentes sensibilités sur ces questions-là. C'est plutôt un choix assumé, etc. Et nous, on aimerait bien que d'autres sensibilités et que les familles aussi aient le droit de dire leurs mots sur ces questions-là, qui les concernent aussi directement. On ne dit pas que toute cette éducation doit être, parce que c'est l'argument de Madame Clavereux, je crois, doit être laissée à la famille, certainement pas. On dit voilà, c'est une question d'équilibre et de prudence, donc finalement on est assez nuancé, en fin de compte. Qui en plus... Même le titre qui veut la peau du guide Evra, alors que ça, vous-même, vous avez bien mentionné que le guide est bien, qu'il est très valable. Il y a juste ces petits points, petits, si on peut les définir petits, il y a juste ces points sur lesquels vous voulez pointer l'attention. Oui, on dit qu'il y a un gros travail, qu'il y a des éléments qui sont tout à fait valables, mais on a un désaccord fondamental sur cette question de l'autodétermination, et c'est là-dessus qu'on a voulu avertir la ministre. Ça va ? Super. Serge, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés à la découverte de tout ça. Si vous avez encore une question, pas de souci. Hein, je pense... je réfléchis là comme ça, mais non, je pense qu'on a... On a évoqué un peu tous les sujets. Tous les sujets, c'était super intéressant. Et merci d'avoir vulgarisé un peu tout ça pour nous. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais c'était en tout cas intéressant de discuter de tous ces sujets. Hein. Voilà. Et du coup, comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode pour retrouver cette lettre ouverte. Il y a, donc, je pensais que c'était vous, mais en fait, donc, c'est probablement des parents qui ont créé cette pétition. Nous, c'est la lettre ouverte, mais on invite aussi à signer. Hein, donc, c'est une lettre ouverte, clairement. Et c'est là qu'on a presque 10 000 personnes qui ont signé pour nous. Mais effectivement, vous pouvez mettre le lien donc, sur le site. Il y a la possibilité de lire les points qui sont contestés et de mettre votre signature si vous estimez que vous êtes de cette opinion aussi. Voilà, tout à fait, effectivement. Serge, merci pour tout. Merci à vous, c'était gentil alors. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Ciao.